Tu fais combien en 2025? Parce que les gens, ils veulent savoir si tu gagnes de l'oseille. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un business qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais le cuisiner, hein. C'est pas ton salaire. Ça doit me faire un truc autour de euros net. Sur 10, ton niveau de satisfaction. 0 étant très peu satisfait, 10 étant très satisfait. Liberté. Bonne question. Là, il y a un gars qui a quelque chose à m'apprendre en business. C'est un jeu complètement différent de réussir à bosser avec les boîtes du CAC 40. C'est du boulot et de la charge mentale, le podcast. C'est un travail de Il fourmi. y a des Tipeee chez toi et tout. Je sais pas, toi, j'ai l'impression que tu vis comme Beyoncé. Si je te dis satisfaction financière. 7. 7, t'as Ça, pas t'as le pas le droit? Non. J'aurais l'impression d'avoir beaucoup de chance. Essayons de faire brique par brique pour que les gens comprennent bien. Je vais te provoquer un peu. 3 cofondateurs, une freelance et 2 alternantes. Il y en a un qui doit pas gagner hyper bien dans l'affaire, non? Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'accueille Robin Conquet. Donc Robin, bienvenue. Bah, merci. Que tu es honoré, Thibaut, de passer sur le podcast du GOAT. C'est toi le GOAT du podcast en tout cas. Quand tu m'as annoncé les chiffres, etc., je me suis dit, ah, là, il y a un gars qui a quelque chose à m'apprendre en business. Et moi, je suis très curieux. Et donc, quand quelqu'un m'annonce un truc et que je me dis, attends, là, il faut soulever. Et toi, tu es un des rares, je le dis, j'essaie de le dire sans prétention, mais tu es un des rares où je me suis dit, ok, cette personne, elle a craqué un truc qu'il y a peu de gens, même quasiment aucun que je connais qui a craqué, qui est en fait, on peut le dire franchement, c'est que tu fais quand même un paquet d'oseille avec ton podcast sans qu'il soit énorme, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, Bon. c'est surprenant. Bah, ça, pour moi. On partagera les chiffres après, parce que je pense que les gens risquent d'être déçus après, parce qu'ils doivent être en train de s'imaginer qu'on fait des millions avec un podcast, ce qui est pas le cas. Mais je vois ton point. C'est plutôt par rapport à la taille de l'audience et peut-être au bruit, finalement, que le contenu que je fais fait sur le marché, que tu pourrais t'attendre à ce que ça fasse pas autant de CA. Bah, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Robin Conquet, quel est ton business aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gagnes de l'argent? Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai lancé un podcast, effectivement, qui s'appelle DataGen, qui est spécialisé sur la data et l'intelligence artificielle, et qui, effectivement, est un podcast de niche, c'est-à-dire à destination des professionnels de la data. C'est en comparaison de beaucoup de podcasts qu'on va voir émerger maintenant sur l'IA, qui sont beaucoup plus dans la vulgarisation ou un peu à destination de tout le monde. Moi, ça reste vraiment très, très niche, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, dans les grandes lignes, ça, c'est ce que j'ai lancé. Un peu en overview, si je prends le premier épisode, c'était il y a 5 ans, mais c'était un side project à l'époque. Je me suis lancé à temps plein il y a maintenant presque 3 ans. Donc, j'ai fait un peu en parallèle de mon job au départ. Moi, je viens de la data à la base, hein, donc c'était assez cohérent, entre guillemets. Même si à l'époque, monter un podcast, c'était quand même encore un truc assez rare, mais c'était assez cohérent. Et bref, je te flash forward effectivement, parce que je pense que c'est les chiffres aussi qui t'intéressaient. Aujourd'hui, c'est un business qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires sur 2025. J'espère un petit peu plus, mais voilà, je ferai le bilan à la fin de l'année. Que sur le Et podcast. alors pas que sur le podcast, c'est pour ça qu'il y a un peu de finesse à mettre là-dedans, mais c'est juste que moi, ce projet, si tu veux, depuis le début, c'est le podcast. Ce qui m'a fait marrer, c'était de développer le podcast. L'intuition que j'ai eue au moment où je me suis lancé, c'est: OK, en fait, avec cette audience de podcast, je vais pouvoir développer des axes de monétisation. Et en revanche, il n'y a pas que du sponsoring, parce que quand tu dis que le podcast, ce serait potentiellement du sponsoring. Quoique tu pourrais aussi faire du podcast payant, c'est assez rare en France, mais pourquoi pas. Mais donc non, il y a aussi une autre activité. Mais si je te la découpe dans les grandes lignes, en fait, aujourd'hui, c'est à peu près 50% sur du sponsoring. Un petit peu plus, tu vois, on doit être pas loin des 200 000 euros de CA, donc uniquement sur du sponsoring. Donc si on voulait être puriste, c'est-à-dire que sur le podcast, ce serait plutôt 200 000 euros. Et l'autre partie, c'est un collectif de top freelance. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans le passé, mais qui est complètement issu du podcast. Donc le podcast s'appelle DataGen, le collectif de freelance s'appelle le collectif DataGen. Et en fait, c'est grâce au podcast que j'ai pu fédérer des experts, que je peux convaincre des clients. Mais en revanche, c'est un business qui est différent. On n'est plus du tout sur du média, entre guillemets. À la fin, c'est plutôt de la mise en relation de top profils auprès d'entreprises avec une commission au milieu, quoi. Ok, alors, donc, essayons de faire brique par brique pour que les gens comprennent bien. Parce que quand tu dis gagner de l'argent avec le podcast, donc comment tu gagnes de l'argent avec le podcast? Que tu vois, c'est pas toujours très clair pour les gens.
Ouais, OK. Tu vois? Quel est le modèle, en fait, qui fait que tu gagnes de l'argent? Parce qu'il y a plusieurs modèles pour gagner de l'argent avec un Ouais, tout à podcast. fait. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait un moment que je baigne dedans, donc ça me paraît, évident, parce que ça fait un moment que je le fais, mais ça l'était pas du tout d'ailleurs, et j'ai tâtonné pas mal, avant de trouver le modèle que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, en général, sur le podcast, si on parle de sponsoring, il y a un peu 2 grands types de formats qui sont plébiscités. Tu as les annonces que tu vas retrouver en début d'épisode. Tu vois, c'est ce que tu vois sur, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie ou beaucoup de podcasts. Ça va être la petite annonce où l'hôte du podcast, il prend la parole pendant, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes. Parfois, il y en a qui abusent, ça dure 3 minutes. D'ailleurs, c'est un peu insulte, mais pour le compte, d'un client, d'une marque. Voilà, c'est de la pub, quoi. De la pub. Et après, tu as ce qu'on appelle le brand content, qui est un truc qui existe, depuis très longtemps, dans les magazines ou dans le monde du média de manière générale. C'est quand tu vas co-créer du contenu avec ton client, pour qu'il s'insère, parfaitement dans ta ligne éditoriale. Et donc moi, dans mon cas, c'est d'aller faire un épisode entier avec un client. Et donc, moi, dans mon cas, ce qui marche le mieux, c'est plutôt la partie, épisode entier, parce qu'en fait, juste balancer de la pub et tout, puis moi, je trouve que c'est moins quali finalement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je trouve que c'est plus qualitatif de travailler du contenu, en revanche d'être hyper sélectif, de faire très attention, de faire du contenu de qualité qui s'insère bien, où en fait la communauté, elle est contente parce que tu fais du bon contenu avec des clients. C'est pour ça que je parle souvent plus de coproduction que de pub. Mais en revanche, il faut le faire avec parcimonie. Il faut avoir quelques règles, tu vois? Moi, je te donne un exemple. Dans mon cas, en moyenne, on va faire 7 épisodes par mois. Il y a que 2 épisodes qui sont coproduits par mois, tu vois? On respecte cette règle-là, quoi. Mmh. Donc quand tu dis coproduit, pour bien que les gens comprennent, hein, Mmh. ça soit, parce que, c'est vraiment le podcast, c'est vraiment peu connu, hein, Ouais. comme business, surtout quand tu fais de l'argent là-dessus. C'est que en fait, quand tu parles de coproduction, c'est-à-dire qu'en fait, le podcast déjà, parce que tu l'as pas dit, parce que c'est mais bon, quand les gens te connaissent pas, c'est pas évident, mais c'est un podcast d'interview. Ouais, tout Tu à fait. interviews des Ouais, gens. Mais ça, effectivement. donc tu interviews, en gros, des spécialistes du monde de la data et de l'intelligence artificielle, qui sont souvent des gens qui sont en poste. Ouais, c'est souvent les leaders data des boîtes, et c'est Voilà. surtout des grosses boîtes. Et en fait, l'entreprise dans laquelle travaille ce leader data, Mmh. elle te paye pour que toi, tu fasses l'interview de la personne qui travaille dans cette entreprise. Non, pas exactement. Alors du coup, en fait, c'est justement, il y a une typologie précise d'acteurs qui vont payer. Donc en fait, moi, sur les 7 épisodes dont je te parle que je vais faire par mois, en fait, il y en a dans tous ceux qui restent gratuits, ça va être justement des épisodes où ça aurait pas trop de sens que j'essaye de faire payer. Donc par exemple, si je fais un épisode avec le big boss de la data de Carrefour, tu vois, c'est win-win, il m'apporte beaucoup de valeur, il vient avec de la matière première, et cetera. Carrefour n'a pas un enjeu commercial assez fort pour payer. Alors ça leur fait de la marque employeur, ce que tu veux. Je pourrais essayer de mettre ça en place, mais là, ce serait galère parce que c'est-à-dire qu'après, tous les épisodes, faut que si ça devient transactionnel en termes d'orgas, ça devient compliqué. Donc moi, non, c'est plutôt les acteurs qui ont un intérêt économique à passer sur le podcast. Ça va être plutôt des éditeurs de logiciels ou des gros cabinets de conseil data, tu veux, qui ont envie de vendre des choses à mon audience de leader data, tu vois? Mmh. Et donc en fait, moi, c'est gratuit pour les leaders data, toujours. Et la règle, c'est pour les 2 typologies d'acteurs qui ont un intérêt économique fort à passer sur le podcast, savoir éditeurs de logiciels, donc des gens qui vendent des solutions, donc ça peut être Google, Cloud, tu vois? Snowflake, je sais pas si ça te parle, c'est assez nichant, mais il y a des acteurs comme ça, ou des gros cabinets de conseil data. Bah, en gros, eux, ils vont payer pour passer sur le podcast, parce que ça va leur permettre de trouver des clients, quoi, tu vois? Ouais, Tu vois, c'est assez OK. Donc tu as dit sur 7 épisodes, donc il y en a 5 qui sont des épisodes que tu produis, avec, enfin, voilà, tu invites la personne et donc enfin, c'est un épisode que tu produis, donc ça te coûte à toi en ouais. production. Et sur les 7 épisodes, il y en a 2 où en Mmh. fait, c'est des gens qui viennent, et qui c'est eux qui ils payent pour venir dans l'épisode et donc ça, c'est ta, ça coûte combien ça? Combien City Ball oui, alors bon, c'est pas intéressant pour moi, mais je sais pas si Salesforce, par exemple, j'imagine ou tu as dit Snowflake. Bah, ce soir, c'est déjà été un client, OK, c'est bah, un exemple. OK. Donc on va pas dire pour Salesforce, parce que même c'est confidentiel, mais disons que là, on est en novembre 2025, Ouais. quasiment 2026. À combien ça coûte à peu près, si je suis une entreprise, pour venir, chez toi faire un épisode avec toi, en tout? Bah, en gros, il y a 2 packages. Mais si je prends, le package le plus simple qui est celui d'un épisode, seul, là en 2026 ça va coûter 12 000 €. Et alors après c'est un package un peu travaillé et cetera. C'est-à-dire que tu as un épisode seul qui va être audio et vidéo, tu as 2 posts LinkedIn, tu as une rubrique dans la newsletter, Ouais. tu as du service, tu as un reporting à la fin et cetera. Mais globalement, on va dire la colonne vertébrale de l'offre, c'est l'épisode de podcast.
Et là, c'est 12 000 € en 2026. Donc ça, c'est l'offre qui évolue. Donc effectivement, ça pourra, en fonction de quand les gens écoutent, peut-être ça aura changé en 2027. Je l'augmente au fur et à mesure que l'audience et que l'impact pour les clients augmente. Par exemple, en 2025, c'était 10 000 €. Donc là, j'en ai vendu beaucoup à 10 000 €. Et après, tu peux avoir aussi des cas particuliers. Quand c'est des toutes petites boîtes, c'est des petites startups. Tu vois, je peux faire des offres particulières, des choses comme ça. Et après, il y a une deuxième offre, justement, où j'ai quand même essayé de coupler la partie un épisode entier et des annonces. Mais en général, du coup, ça va être justement des clients qui prennent l'épisode entier, qui vont rajouter des annonces. Donc, c'est un peu le format boost, si tu veux, où tu vas maximiser le reach un peu sur le podcast. Parce qu'après, il y aura des annonces sur d'autres épisodes où moi, je vais avoir un pitch personnalisé pour le client, etc. Et donc ça va être un package un petit peu plus cher qui va être plutôt autour de 18 000 €, quoi. D'accord. Donc, ok, donc en fait, tu as un peu des ads-on, comme on dit, add-on, c'est-à-dire donc le package de base 12 000 € pour un épisode, mais tu fais d'autres choses, tu fais 2 posts LinkedIn, tu fais un encart dans la newsletter, je sais pas si tu fais des shorts peut-être? Si, ça, je les valorise pas énormément, mais si, tu vois, ce que je valorise, par exemple, il y a un kit de publication, je leur produis des shorts pour eux, pour Ouais, qu'ils puissent les publier sur leur d'accord, réseau. Mais moi, je publie quelques shorts aussi, effectivement. OK. Oui, ouais, parce qu'il faut aussi savoir que, toi, tu pas qu'une audience sur, Spotify ou Apple Podcast ou YouTube. Mmh. Je crois que sur YouTube, tu as 9 500 abonnés, quelque Ouais, chose comme ça, on OK? approche les 10 000 bientôt. Heu, mais tu as aussi sur LinkedIn, qui est un gros canal pour toi, là, tu as quasiment 30 000 abonnés là Tout à fait. et souvent, j'imagine que c'est un bon canal pour toi LinkedIn, Ouais. très utile. Bah, LinkedIn, j'en parle quand il y a des gens qui me posent des questions sur le fait de lancer un podcast. C'est que LinkedIn, ça a été fondamental. Si j'avais pas fait de LinkedIn un objectif à part entière, presque du podcast, le podcast existerait quasiment pas. Enfin, en tout cas, il existerait malheureusement que sur la plateforme, il serait pas écouté, quoi. Mmh. Donc c'est hyper important, notamment quand tu es sur l'audio au départ, parce que je suis arrivé sur la vidéo plus tard. Tu personne qui découvre ton podcast audio si tu le diffuses pas. Mmh. Donc moi, rapidement, j'ai compris ça. Enfin, rapidement, j'ai quand même eu un moment, je dis rapidement, parce que ça fait un moment, mais genre, j'ai dû mettre 1 an, tu vois, avant de me rendre compte. Donc je faisais un post LinkedIn, tu vois, par semaine quand même pour faire connaître le podcast. Moi, LinkedIn, effectivement, c'est ma plateforme de prédilection vu que c'est un sujet professionnel. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, la croissance du podcast allait être complètement corrélée au contenu que j'allais produire et à la croissance un peu, entre guillemets, de mon compte LinkedIn. Et c'est là que je me suis mis à publier beaucoup plus, quoi. Parfois jusqu'à un post par jour. Enfin, j'en ai vraiment fait un objectif à part entière qui m'a pris beaucoup de temps, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que, sur le podcast, ça, c'est un truc que j'ai dit énormément aux gens qui faisaient du podcast, mais que je m'en suis rendu compte pour moi, heu, très vite, mais Mmh. pour les autres, c'est qu'en fait, quand tu fais un podcast comme celui-ci que vous regardez ou que vous écoutez peut-être en train de faire la vaisselle, c'est que en fait, il y a tellement de travail dans le podcast, la recherche de l'invité, la préparation de l'épisode, le tournage et ensuite, la post-prod, gérer le monteur, gérer, la post-prod, l'audio, que en fait, quand l'épisode il est enfin prêt, gérer la personne qui va faire la vignette et tout, en fait, les personnes se disent: «Ah ben là, ah ben c'est bon, hein, j'ai bien bossé, maintenant que l'épisode il est sorti, ils ont qu'à l'écouter, hein» et en fait ça, ce dont ils se rendent pas compte, c'est que ça, c'est le gros du travail, mais c'est que 20 en fait du travail. Ce que moi je dis souvent, parce qu'en fait, le podcast, bah, si tu donnes pas envie aux gens de l'écouter, pourquoi ils Mmh. l'écouteraient? Ils ont autre chose à foutre de leur vie et souvent, du coup, je trouve les podcasteurs un petit peu comme les développeurs qui créent des SaaS ou des applis. C'est qu'une fois qu'ils ont fait le travail, quand il faut faire le marketing: «Ah non, oh non, j'aime pas. Ah, je veux pas faire de short, je veux pas faire de post LinkedIn». Ou alors ils font un petit truc et puis ils se disent: «Bon allez, c'est réglé». Alors qu'en fait, c'est là où ils devraient foutre le paquet, tu vois? Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte. Donc ça, très important ce que tu as dit et donc là-dessus, toi, quand l'épisode sort, que ça soit un épisode gratuit ou payant, comment tu le distribues en marketing, en fait? Quelle est ta strat? Alors, à partir du moment où un épisode sort, bah, il va être diffusé sur toutes les plateformes audio. Ça, il y a un outil qui permet de l'envoyer partout, ça, c'est du détail. Sur YouTube, effectivement, il va y avoir systématiquement un premier post LinkedIn sur mon compte qui va sortir. Il va y avoir le jeudi une newsletter dédiée qui va sortir. Ensuite, il va y avoir la semaine d'après, il va y avoir aussi un post LinkedIn sur le compte DataGen. Ça va aussi un compte, page entreprise, tu vois?
J'ai pas forcément de conviction là-dessus, mais voilà, ça quand même, maintenant, ça doit approcher quand même les 10 000 abonnés. Donc pour une page d'entreprise, c'est pas mal. Et donc voilà, et il y a pas mal de gens qui suivent là. Donc je fais un post un peu différent avec de la vidéo, alors que moi, c'est plutôt un selfie. Bref, tu essaies de varier un petit peu les formats. Et après, à partir de l'épisode, effectivement, on va faire souvent à minima 3 shorts qui vont être diffusés aussi en short YouTube et en short et en TikTok, pardon. Potentiellement, des vidéos que je peux être amené à réutiliser aussi sur des posts LinkedIn plus tard. Après, c'est vrai que je publie moins de vidéos sur LinkedIn. Et après, ça va dépendre des épisodes. Mais en général, il y a des épisodes où je vais avoir envie de refaire un post. Donc ça peut arriver que j'en fasse 2. Et sinon, après, on pourrait en reparler, mais ça rentre plutôt dans une stratégie de réutilisation du contenu où en fait, je vais régulièrement réutiliser le contenu qu'il va y avoir dans les épisodes, après pour construire d'autres types de communication. Je te donne juste un exemple. Par exemple, je sais pas, chaque année, là, depuis 2 ans, je vais faire un espèce de un peu, on pourrait appeler ça un baromètre, mais tu vois, je vais faire un espèce de dossier où je vais, synthétiser, tous les plus gros challenges qu'ont rencontrés les Mmh. leaders data à qui j'ai parlé. Et dans ce dossier, bah, là, je vais le ressortir en newsletter, je vais en faire un carrousel, un one pager et cetera. Et en fait, là, il y aura des mentions des épisodes, tu vois? Donc l'idée, c'est plutôt de le refaire comme ça, et donc ça remet en avant les épisodes aussi Mmh. dans le Ah oui. futur. Tu m'as dit que ça marchait bien ça, donc en fait, parfois tu fais des sortes d'infographies bilan, Mmh. genre les 10 logiciels, les plus plébiscités par les leaders data Ouais, ou exactement. voilà, et tu en fais souvent des infographies et ça marche bien, ça fait des Ouais, centaines de likes sur LinkedIn, ouais. C'est les posts LinkedIn, moi, qui marchent le mieux. Alors parfois, le post juste, de présentation de l'épisode, tu as qui cartonnent fort, surtout quand tu t'inspires un peu du format un peu portrait. Tu vois, quand tu starifies un peu le profil et donc ça marche quand, vraiment c'est entre guillemets «mérité», mais quand tu as un super profil et que tu présentes, entre guillemets «son parcours» et cetera, tu vois, là ça peut bien marcher. Mais au-delà de cela, sinon moi c'est là que je vais avoir les meilleures perfs, c'est effectivement sur des carousels ou des one pagers où on sent, je pense, qu'il y a du travail derrière parce que, bah, finalement ça vient synthétiser parfois jusqu'à 50 ou 100 interviews derrière, tu vois? Donc en fait, je pense que ça doit ça doit se percevoir, quoi. mmh. Donc si on revient sur les chiffres, donc là tu as ton podcast, donc la source de revenus, enfin, 2 sources de revenus. Tu as les annonces en début de podcast et tu as les épisodes sponsorisés, on va dire, Ouais. voilà. C'est la seule manière dont tu gagnes de l'argent avec le podcast? En direct, dans Ouais, le podcast? ouais, Ouais. OK. Et donc ça, c'est une partie et donc sur cette partie, tu fais combien en 2025? 200 000. OK. Un petit Sur peu en les dessous de 200 000. 350 000 Ouais, et les 150 000 restants? c'est le collectif de freelance. OK. Hem, En fait, il y a eu peut-être si je peux mettre un peu de nuance, parce que dans les 200 000, j'inclus une partie qui est une autre initiative, mais qui est plus de l'affiliation, mais que du coup, j'inclus aussi dans le sponsoring. oui. Où là, mais c'est un deal un peu différent, où là, je suis au succès avec un partenaire qui s'appelle DataBird. Je pense qu'on avait déjà parlé aussi. C'est un bootcamp qu'on a coproduit ensemble, à destination des data analystes. Bon bref, c'est un bootcamp quoi. Et là, on a un deal un peu différent où, je vais être rémunéré à la commission. J'ai aussi des royalties sur tous les inscrits, mais je vais aussi être rémunéré à la commission, mais seulement quand les étudiants s'inscrivent. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on traque et cetera, donc c'est un peu différent. Et ça, sur les 200 000, tu vois, ça doit représenter peut-être 25 ou 30 000, OK. tu vois? OK, donc Ouais, sur la visibilité podcast, 200 000 ouais. annuels. Tu as publié, produit combien d'épisodes de podcast, en 2025? Enfin, Juste sur l'année? en tout, à la fin de l'année, tu auras fait combien? En tout, depuis le début, on doit être à 230, sur l'année. J'avoue, je sais pas, mais je pense que si je prends que 2025, je sais pas, entre 70 et ouais, ou entre 60 et 80, je pourrais pas te dire exactement. OK, donc 60-80 épisodes de podcast sur l'année, Mmh. 200 000 €. Ouais. OK, et les 150 000 restants, donc ça, c'est le collectif de freelance. Donc comment ça marche? Donc tu as des freelances, dis-moi? Après, je voulais peut-être nuancer un petit truc aussi, c'est que parce que du coup, on parle de podcast, parce que moi, c'est vraiment le podcast, c'est le fer de lance et j'estime que c'est mon produit phare. Donc effectivement, moi-même, je parle beaucoup plus souvent du podcast que du reste. Mais je pense que ce qui a fait aussi que en fait, il y a 2 choses, je pense, qui ont fait que, aussi je puisse, proposer, ces prix-là. Si je reste sur le sujet, que j'étais en train d'aborder, c'est la diversité dont je parlais, tu vois? C'est-à-dire que je pense que si j'avais que le podcast seul, que j'avais pas le compte LinkedIn, que j'avais pas, la newsletter ou voire que j'avais pas non plus la partie vidéo, forcément j'aurais pas les mêmes prix. Donc maintenant je le présente vraiment comme un média à 360 degrés où tu as une campagne sur 3 canaux différents.
ou sur LinkedIn, j'ai été élu influenceur numéro 1 en data science. Enfin, je le dis juste parce que c'est quelque chose que je mets sur ma presse forcément, Mmh. récemment. Donc en fait, c'est un canal où en soi, en fait, je pourrais aussi faire du sponsoring que LinkedIn. En l'occurrence, je le fais pas. Je l'inclus que à l'intérieur d'un package plus global. La newsletter, pareil, ça fait partie du package. Alors la newsletter, voilà, je suis pas dans les classements et cetera parce que c'est un produit un petit peu plus secondaire. Mais voilà, c'est le fait aussi d'avoir créé un peu cet écosystème plus global où du coup, à la fin, j'ai un package. C'est un peu la stratégie, Hormozy. Tu sais que je sais plus si tu te souviens comment il appelle ça, mais où il va un peu stacker les offres, tu vois? Pour qu'à la fin, vraiment, tu te dises: «OK, en fait, c'est vrai que là, en une collab, en fait, je suis, sur tous les canaux et cetera» et que ce soit un peu, irrésistible. Je crois il appelle Mmh. ça l'offre irrésistible. Et le 2e point aussi, parce qu'avant qu'on passe à la suite, c'est, de comprendre ça fait le lien avec ce dont tu me parlais tout à l'heure. C'est bizarre que tu fasses autant d'argent sur un podcast, qui fait aussi peu d'audience. Et en fait, justement, ça, c'est un peu une confusion, que beaucoup de gens ont, mais c'est sur les podcasts qui font le moins d'audience et qui sont les plus nichés, mais qui ont l'audience la plus, «riche» entre guillemets. Moi, c'est un peu particulier parce que c'est des entreprises, mais bon, tu as peu de gens qui sont plus riches que des entreprises du CAC 40, tu vois? C'est là qu'en fait, tu vas avoir le plus de revenus. Tu vois, c'est comme je dis souvent quand il y a des gens qui comprennent pas ce principe-là, je dis: «Si tu arrivais à faire un podcast où tu avais que les 40 CEO du CAC 40 qui l'écoutaient, mais qui l'écoutaient chaque semaine, tu aurais le podcast qui vaut le plus cher au monde», tu vois? Mmh. Enfin, pas au monde, je sais pas, mais en tout cas en France, c'est sûr. Et du coup, ça a rien à voir avec l'audience, tu vois? Mais il faut que tu arrives à prouver que ces gens-là, ils écoutent ton podcast régulièrement et donc après, faut réussir à prouver ça et que tu peux transformer ça aussi en action, c'est-à-dire pour tes sponsors, quoi. Et en fait, moi, je trouve que quand tu joues le jeu des médias de masse, donc tu vas à l'opposé où tu dis: «Tiens, je vais aller faire des grosses audiences et cetera», ça va marcher aussi. Donc effectivement, tu vois les MrBeast et cetera, ou Squeezie, enfin, ils font beaucoup plus de CA que moi, hein, je compare pas. Mais en fait, proportionnellement, eux, ils font des millions et leur CA, il est pas non plus proportionnellement enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, là, pour le coup, que tu sois, dans un niveau de succès très, très élevé quand tu pars sur plutôt la partie, niche où tu vas te mettre à vendre du kombucha ou tu vois, ou juste des produits de tous les jours parce que tu vends des trucs qui coûtent 4 €. Bah, tu as intérêt à faire des millions de vues, quoi. Donc en plus, je trouve que c'est même plus simple de faire un podcast de niche. Et la différence, c'est qu'il faut avoir envie de parler de ce sujet. Ça après, voilà, il y a d'autres, d'autres aspects qui rentrent en jeu, quoi. Mais je pense que c'était important d'expliquer ça. Ouais, tu as tout à fait raison et c'est un sujet, qu'au début je comprenais pas bien, mais sur YouTube, ils appellent ça le CPM, Mmh. cost per mile, je sais pas Ouais. comment je crois que c'est un enfin, je sais mais c'est qu'en fait, quand le coût de la pub, sur, une vidéo, c'est pas la même si tu es sur une pub, je sais pas, d'un entertainer, pour les gosses et si tu es sur une pub sur, une vidéo, d'une chaîne, sur la gé destinée à la gestion de patrimoine ou Mmh. la gestion de portefeuille, par Tout exemple. à fait. Heu, Et c'est un très bon exemple que tu donnes, tu vois, pour donner un quand tu es sur un podcast de niche, tu es même pas dans ce framework-là. Moi, je parle pas de coût par mille, je mets pas du tout de lien entre mon audience et le prix. Je dis juste moi, j'ai tous les leaders data, enfin, c'est pas comme ça que je le présente, mais en gros, j'ai les leaders data qui m'écoutent. Donc tu vois, là, par exemple, on doit être à peu près à 20 000 auditeurs uniques par mois, communiquent sur un tiers de leaders data. C'est les stats que j'ai grâce à la newsletter. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, en fait, j'ai des milliers, de leaders data, de décisionnaires qui m'ont écouté le podcast et après il y a pas de calcul de CPM, de machin, tu vois? C'est en mode: «OK, ouais. bah, en fait, en un truc, je vais pouvoir toucher enfin, en une collab, je vais pouvoir toucher ces leaders» et tu pas du tout dans ces notions de calcul, coût par mille et tout, tu vois? Pour rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Je me rappelle alors, je me rappelle plus de son nom, mais il y avait un youtubeur qui faisait des millions de vues et il avait fait une vidéo qui est, I have, I make millions of views on YouTube, but I'm fucking broke, tu vois? Et le gars disait qu'en fait, les gens s'imaginaient qu'il faisait de l'oseille, en fait, il avait pas d'oseille, Mmh. quoi et c'est vrai qu'il y a pas de enfin, pour nous 2 ça nous paraît évident, mais il y a pas de corrélation stricte entre, le nombre de vues que tu fais et l'argent, pour 2 raisons et en fait, c'est que quand tu es youtubeur, par exemple, et que tu as beaucoup de vues, tu es rémunéré à la vue, donc YouTube te paye. Mais sauf que des gens comme toi et moi, en fait, le podcast, on c'est pas le podcast, enfin, c'est pas une plateforme comme Apple Podcast qui te donne de l'argent.
ou YouTube. Enfin, je sais pas si tu as activé la monétisation sur YouTube. Même pas. Bah voilà. Parce que ce serait. Enfin, tu t'en fous en fait. Oui, Mais en fait, c'est-à-dire que la personne qui te donne de l'argent, contrairement aux créateurs sur YouTube, c'est que c'est toi qui. Les gens t'achètent tes propres produits. Mmh. Tu vois? Et ça, c'est très. Enfin, c'est un truc que les gens comprennent pas forcément. C'est qu'en fait, on se rémunère non pas par la plateforme qui nous donne de l'argent. Donc, c'est pas comme si on était salarié de YouTube. Mais en fait, on a une influence. Et cette influence fait qu'on gagne de l'argent parce qu'on est notre propre média de distribution. Mmh. Euh, Ouais, c'est en fait, tu peux faire des deals en direct, mais tu as raison, je pense que c'est des choses qui sont assez obscures, de l'extérieur. ouais. Effectivement, à chaque fois, on commence par me dire: «Mais c'est YouTube qui te permet de te rémunérer» et cetera et souvent, non, je réexplique que non, non, moi, je vais devoir aller faire des deals en direct avec des sponsors. Mais du coup, ça te rajoute, tout ce taf-là que YouTube fait à ta place, quand tu es un youtubeur, justement plus mass market. Là, toi, tu dois aller faire les deals toi-même et cetera. Ouais. Mais mais bon, du coup, déjà, il y a pas un cut au milieu parce que YouTube se rémunère aussi, au passage et bref, de toute façon, la question se pose pas trop parce que moi, dans mon cas, comme tu le dis, j'ai pas essayé, hein, mais je pense que Ouais. YouTube rémunère rien. Bah, de toute façon, en fait. Parce que, disons les chiffres, en fait, tu pas dit combien tu faisais de vues, mais en fait, un épisode, je crois que tu fais entre 5 000 et 10 000 écoutes. Ou... Non, moins, ça va être plutôt entre 3 000 et 6 000 la fourchette, moyenne, Ouais. et après, tu as forcément beaucoup de variance. Tu vois, si je te prends l'épisode qui a le mieux marché là cette année, il fait 26 000 vues, juste sur YouTube. Si je rajoute, l'audio, je sais pas, il doit passer les 30 000, tu vois? Ouais. Mais c'est voilà, Mmh. il est complètement, un peu c'est l'outlier, Ouais, les événement aléatoire, OK. et Ça arrive, hein. mais la moyenne, c'est plutôt entre 3 000 et 6 000 sur des épisodes, cœur, vraiment retour d'expérience, data avec un leader, tu vois? Ouais. Mais donc c'est ça qui, en fait, m'a surpris, tu vois? Mmh. C'est que quand tu m'as donné les chiffres et qu'en fait, je me suis dit: «Mais Robin, il fait pas plus d'écoutes que moi, en fait», tu vois? Mais bon, tu as eu bah, déjà, tu es focus. Tu vois, moi, le podcast, j'en fais déjà, t'en fais 7 par mois. Oui. Moi, j'en fais un tous les, je sais pas combien, tu vois? Donc c'est un truc, disons, un peu alternatif, à mon business. J'en fais quand j'ai quelqu'un d'intéressant à interviewer, mais moi, j'habite plus en France, donc c'est un peu difficile, en fait, d'interviewer, les gens que j'ai envie d'avoir. L'autre chose, c'est que ça me prend pas mal c'est du travail quand même, hein. Ça, on en reparlera peut-être un peu après, mais moi, c'est du boulot et de la charge mentale, le podcast. Mmh. Passer du temps avec la personne, c'est cool. Mais c'est derrière tout ce qu'il faut faire, ça me fait chier quoi, la post-prod. C'est pas moi qui monte, mais en fait, on se dit: «Bah, au pire, tu délègues». Bah oui, mais déléguer, après, il faut que enfin, Il y a ta tronche quand même dessus, donc tu vas quand même être obligé de regarder. bien sûr. Enfin, après, au bout d'un moment, tu peux avoir un niveau de confiance avec les Oui. personnes avec qui tu travailles où Ouais. justement tu vas moins avoir besoin de regarder, mais complètement. C'est un travail de fourmi en vrai, le podcast. En tout cas, si tu le penses d'une manière où tu vas vouloir faire du montage et comme la plupart des gens, ils vont pas vouloir, publier quelque chose de non monté. Mais tu vois, moi, pendant longtemps, je m'étais posé la question, j'avais ce dilemme, hein. Il y a eu des moments où j'étais vraiment où justement, je m'étais pas encore entouré parce que c'est aussi un sujet dont on peut parler, mais je suis pas tout seul, hein, à travailler sur le podcast. Mais j'hésitais à essayer de refaire un passage, sur, du contenu non monté, un peu à la Mathieu Stéphanie. Je sais pas si tu écoutes Génération du Succès, Si, mais si. lui, c'est pas monté, pendant 2h30, il y a pas de cut. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce qu'il dit, alors Mais toi, peut-être tu montes? Enfin, mais tu moi, je montes. monte pas moi-même, mais Oui. ouais, nous, il y a tout un process où on va, potentiellement même aller identifier des passages qu'on va retirer, tu vois? Parce que Hein. on est sur une typologie de contenu. En fait, ce qu'on fait, c'est presque plus des vidéos de formation data. Enfin, tu sais, on est entre le D'ac podcast ah, classique OK. et presque la formation. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu longués et tout. Comme en plus, tu es pas sur un enfin, tu sur un sujet de taf, tu vois? Les gens, quand ils se réfèrent à DataGen, ils en parlent plus comme presque un outil de veille ou un outil de travail que du divertissement, clairement, tu vois? Ouais. Donc effectivement, nous, on fait attention à, entre guillemets, «ce qu'ils en aient pour leur temps» et donc ouais, il y a un vrai Ouais. boulot de montage qui est significatif dans notre cas. OK. Bah, parce que pour ma part, moi, j'ai fait je crois que j'ai jamais enlevé un passage d'une émission. Ouais, je comprends, hein, Heu, non, mais je laisse tout même quand c'est moins intéressant. Après je laisse le chapitrage. J'ai remarqué que les gens sur YouTube, ils utilisent beaucoup le chapitrage. mmh, C'est-à-dire, tu sais, ils cliquent sur ce qui les intéresse en tout à fait. fait, OK, non, mais donc ça, c'est intéressant. Donc tu as quand même, ouais, du boulot en post-prod pour, OK. Ouais. Je rebondis sur un truc parce que avant que j'oublie. Tu m'as dit
Je suis pas tout seul. Donc, bon, je reviendrai après, sur la partie quand même, collectif freelance, hein, parce Mmh. que pour voir un peu, et cetera. Mais donc tu es pas tout seul. Donc comment se structure ta team? Bah, là, maintenant, on est 3 cofondateurs, donc ça s'est fait aussi, petit à petit. J'ai une personne effectivement qui m'a rejoint, qui est du coup ma cofondatrice sur la partie média et à qui, maintenant, enfin je «délègue» entre guillemets, mais enfin qui a repris un rôle significatif justement sur toute la post-prod. Si je devais schématiser, c'est moi je gère, la ligne éditoriale, je trouve les invités, je gère toute la partie commerciale aussi, et je vais jusqu'à l'enregistrement, seul, donc la préparation du contenu et on va dire qu'après elle, à partir des fichiers qu'elle va récupérer, elle met en place tout le process pour, bah, justement que ça parte au monteur, les allers-retours, les propositions de cut, dans la mesure parce qu'elle vient pas de la data, donc dans la mesure où voilà, où c'est possible et parfois moi je réinterviens pour, justement un petit peu faire des tu vois, des trade-off. Mais voilà, grosso modo et elle est entourée de, bah, une personne, à temps plein qui était en stage et là qui reste avec nous et 2 alternantes. La 3e, elle est CDI? Non, pour l'instant, c'est plutôt du freelancing OK. Et vous avez 2 alternants en plus? et on a 2 alternantes en plus. Et le 3e fondateur? Le 3e fondateur, il est sur le collectif de freelance. En fait, ça s'est fait un peu en 2 temps. Donc, tu vois, d'abord, j'avais que le média, je faisais que du sponsoring. Donc ça a duré pendant un peu plus d'1 an, je faisais que le sponsoring. Mais malgré le fait que tu dises que c'était OK, tu vois, il y a un moment où je me suis en fait, c'est cool de l'avoir poussé jusque-là, à faire, tu vois, 200 000 € de chiffre d'affaires, sur le sponsoring. Mais j'ai quand même au bout d'un moment vu les limites parce qu'on n'en a pas reparlé, mais une fois que tu as vendu tes 20 spots, parce que moi, c'est un peu ça, tu vois, il y a 20 spots sur l'année, et que tu es au prix max que tu peux le mettre, qui reste cohérent pour tes sponsors, parce que le but, c'est que tout le monde soit content. Bah, tes solutions, c'est soit, augmenter les prix, mais voilà, on est d'accord, tu peux pas forcément le faire, tous les 4 matins Non. et soit ça va être essayer d'augmenter le nombre d'inventaires, donc le nombre d'épisodes sponsorisés, mais ça, je veux pas parce que, enfin, tout le business que je suis en train de construire, il repose sur la qualité, l'expérience, la communauté qui Ouais. adhère aussi, donc moi, j'ai envie que ça reste quali, le contenu sponsorisé et le fait aussi de pas en avoir trop me permet d'être sélectif, de dire non quand ça me plaît pas et cetera. Mais donc rapidement, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est limité». C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir, scaler, tu vois, facilement, on pourra en parler parce que là, du coup, on est en train de le faire, mais c'est pas évident. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, ça va être trop juste». Entre-temps, du coup, je m'étais rendu compte que j'avais eu besoin de m'entourer pour atteindre ce niveau de scale de ma cofondatrice sur la partie média, parce que en fait, seul, j'arrivais plus à gérer le fait de faire 2 épisodes par semaine quasiment, tu vois? Parce que c'était un taf monstre où à chaque fois, tu as post LinkedIn, newsletter, préparation, machin truc et puis après je m'étais rajouté la partie commerciale où l'air de rien, parce que c'est pas pareil, c'est pas des trucs qui se vendent comme ça avec une page de vente, tu vois? C'est tu dois faire les calls, machin et cetera. Donc au final, le niveau opérationnel était quand même assez lourd pour au final atteindre 200 000 €, un peu en tu vois, en prévision et donc c'est là que je me suis dit: «OK, ça va pas suffire, il faut que j'ai une autre activité, quoi» et donc c'est à ce moment-là un peu que j'ai lancé le collectif et ça mais le problème c'est que enfin, je vais pas te l'expliquer à toi, mais quand tu es créateur de contenu, toi, tu passes quand même déjà pas mal de temps à créer du contenu, à tu vois, à alimenter, cette partie-là et donc sur le collectif, j'avais besoin aussi de m'entourer. Donc là, je me suis associé avec un cofondateur qui, qui ont un peu la force vive, du collectif, quoi. Où moi, je vais aussi avoir la casquette, commerciale. Je suis aussi présent, c'est-à-dire que, je sais pas, je fais passer, par exemple, des entretiens au profil qu'on va, heu, mettre en relation avec des clients. Je prends des briefs de clients, de certaines boîtes, en particulier, par exemple, si je les connais ou des choses comme ça, ou même plus largement. Mais c'est lui aussi qui va beaucoup travailler à, identifier des top freelance, leur faire passer des entretiens techniques, des choses comme ça. C'est un profil plutôt technique à la base et donc voilà. Et avec un peu cette hypothèse de se dire: «OK, avec ces 2 business-là, en revanche, là, ça va» enfin, ce deuxième business déjà n'a pas de limite comme c'est le cas le sponsoring. Parce que le marché, des freelance data, il est gigantesque, tu vois? Bref, sans rentrer dans les détails, mais du coup, il y a pas de là, il y aura pas de enfin, c'est une profondeur où je pense que ma boîte sera jamais assez grosse pour toucher le fond, quoi, tu vois? Donc en fait, il y a ce côté où je me suis dit: «OK, ça va encore prendre du temps». C'est un risque aussi de faire entrer un autre cofondateur parce Mmh. que, bah, tu vois, on pourra parler marge, mais derrière les chiffres aussi, tu vois, du coup, bah, j'ai pensé les choses d'une manière où Mmh. Je vais sur cuisiner, hein. ouais, t'inquiète et mais sur le long terme, je sens que c'est le bon choix parce que là, je suis sur un business où maintenant, si tu veux, j'ai une ligne droite, j'ai pas besoin de penser à d'autres business, en tout cas sur la partie collectif,
parce que c'est un business qui a une profondeur incroyable, quoi. Mais justement, parce que pour que ça soit clair, ce collectif, est-ce que vous êtes comme une équipe et cette équipe, vous la mettez dans une entreprise pour faire je sais pas comment on appelle ça, un run, enfin une mission de 6 mois à plusieurs? Ou est-ce que c'est un collectif de placement de freelance et comme une ESN et vous prenez un pourcentage sur le taux journalier du freelance? Ça peut être un mix des 2, mais le gros de notre business, ça ressemble plutôt effectivement à du recrutement, quoi. D'accord, C'est c'est juste oui, OK. Parce que quand tu dis un collectif, on se dit que ça peut être une sorte de plusieurs freelances qui vont faire une mission, globale pour, on a des missions où il y en a plusieurs, mais non, nous, on se positionne effectivement parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de réussir voilà, à positionner, des profils sur des missions qui peuvent durer ensuite longtemps. Donc tu vas avoir, de la récurrence. Donc tu es sur des commissions qui sont assez basses, mais ensuite tu vas pouvoir avoir de la récurrence et nous, on arrive sur ce marché-là qui historiquement, je pense que c'était assez poussiéreux, et en le faisant, ouais, de manière un peu plus, qualitative, plus transparente. OK. Tu vois, on arrive avec toute la partie contenu, le fait qu'on soit 2 interlocuteurs qui viennent de la data. On n'est pas des profils, «commerciaux» entre OK. guillemets, ce qui est souvent le cas dans ces business-là. On est très transparent, tu vois, sur la marge qu'on prend. Donc on prend, 15 sur la base, du total. Ou en fait, il y a 2 manières de le calculer enfin 13 pardon, sur la base du total ou 15 qu'on vient rajouter sur le TGM du freelance, mais bref, c'est le même calcul. Tu vois, quand par exemple, sur le marché, tu as des dingueries où parfois tu as plusieurs intermédiaires, enfin, c'est très opaque et cetera et après on rajoute aussi une rubrique de contenu, interne. On crée du contenu à destination de ces freelances. Donc l'idée, c'est d'arriver avec une offre un peu différente. C'est pour ça qu'on l'appelle collectif de freelance. Mmh. C'est pas juste, on a une demande, on trouve le free et OK. ciao bye, tu vois? Ouais. Mais je pense qu'on ça on va le préciser parce que, heu, toi et moi, on connaît bien le milieu du recrutement, mais les gens beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment ça Mmh. marche. Mais donc tu vas me dire si je dis pas de bêtises, hein, mais en fait, vous avez un vivier de talents de freelance, Mmh. hem et les entreprises arrivent et font toc toc et disent: «On a besoin d'un, data scientist pendant 1 an», par exemple. Mmh. Je sais pas, une grande banque Ouais. ou un truc comme ça. Est-ce que vous avez ça? Mmh. Si vous l'avez en stock, vous le placez imaginons vous le placez à 500 € au jour. Imaginons que le freelance, il demande 500 € par jour Ouais, un peu et plus vous élevé, hein? ouais. C'est un peu plus élevé en général, mais ouais, c'est Ouais, non, mais c'est pour que je sais parce que je suis pas bon en maths. Bon 1000, disons 1000 alors. oui, ce sera plus Disons un simple. senior 1000, Ouais, OK. Donc 1 000 € par jour ouais. et vous lui filez 1 000 au freelance, mais vous facturez 1 150 à l'entreprise et vous prenez les 150 de différence. Ouais, grosso modo, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et c'est pendant combien de temps? Toute la durée Ouais. d'accord. Oui, donc en fait, oui, donc en fait, c'est ce qu'on appelle ESN ou apport d'affaires et oui, bah, comme des cabinets de recrutement de freelance classiques, de placement de C'est freelance ça. classiques. OK, OK. Juste que nous, on arrive avec, ouais, quelques éléments en plus. Comme je disais, tu vois, un élément, par exemple, que j'ai pas partagé, qui aussi renforce le côté collectif, c'est qu'on a mis en place un gros système de redistribution de la valeur et où, en gros, chaque commission, elle est divisée en 3 parties, où tu as un tiers qui peut revenir à la personne qui identifie l'opportunité. Bon, ça peut être souvent nous, parce qu'on y travaille, mais par exemple, ça peut être un membre qui OK. te remonte une opportunité, il saurait pas comment s'y prendre, Mmh. bah, il va récupérer un tiers pendant toute la durée. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on envoie des chèques, tu vois, depuis plus d'1 an D'accord, d'accord. et ils s'arrondissent les fins de mois. Il y a un tiers, nous, on va le récupérer quoi qu'il arrive pour la gestion, le contenu, la facturation, le suivi client, machin. Et un tiers, ça peut aller aussi à la personne qui identifie le membre. Si on n'a pas encore le bon profil, ben on va faire, tu vois, on va demander à nos membres de nous recommander des profils qui correspondent. Et là, la personne qui nous trouve le profil prend un tiers aussi. Donc il y a des deals où parfois ça rentre par un côté, c'est l'autre qui trouve le membre. OK. Et tu vois, on envoie un peu de l'argent à tout le monde après en commission, quoi. Ce pool de talents là, ce Mmh. vivier de talents, vous en avez combien là? Là, on en a 250 qui sont, en gros, qui ont passé le process. On en a plus après en base, on Ah commence à d'accord. En identifier. fait, vous validez le gars technique, enfin la personne Ah ouais. techniquement? Ah bah, c'est là que tout est la qualité, c'est que mon associé leur fait passer un premier tour technique et c'était un ingénieur data. OK. Moi, je leur fais passer un deuxième tour business et j'ai fait 50 conseils en stratégie data et tu vois, ça fait 250, épisodes où je décrypte des stratégies data donc tu vois, je suis aussi bien placé pour faire passer un entretien, business data, on va dire. Et après, on récupère systématiquement aussi des reviews des anciens clients donc ouais, vraiment l'extra mile sur, la qualité, OK. quoi. C'est une communauté? Ils se parlent entre eux? Ouais, non, c'est Slack. Comment ça c'est un Slack? Ouais, c'est un Slack, ouais. OK, comme en 2005? Ouais.
Ça, faut que je passe sur quoi maintenant? Heu, alors écoute, parenthèse, hein, parce que c'est une question que je me suis posée quand j'avais créé les punks du web à l'époque, Ah oui, je me souviens de ça. que j'ai fermé, mais j'avais la même chose sur les bootcamps LinkedIn. Mmh. Écoute, il y a tout eu. Bon, je pense que Slack, c'est pas très enfin, je trouve que c'est pas très bien fait, je sais pas. En fait, ça marchait bien à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est plus un outil, heu, donc moi, j'ai utilisé à l'époque pour les PNG, j'ai utilisé Discord, l'outil du diable. Mmh. Plus jamais. Ah ouais? Non, non, en fait, c'est un truc pour les geeks, Trop Discord. compliqué, quoi. C'est trop compliqué. Ouais. Et puis avec, non mais il y a des trucs, il y avait des fonctionnalités que je comprenais même pas. Par exemple, tu sais que j'ai mis 6 mois à comprendre qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des messages privés sur Discord et parfois je voyais les messages 4 mois après Mmh. et puis c'était gamifié, il y avait plein de trucs, enfin, sans en fait, on avait payé un gars pour, nous structurer le Discord, mais si le gars il partait, je savais même pas changer un bouton, tu vois? Mmh. Je me suis dit: «Non, Ouais, donc non, pour l'usage qu'on en a, ça servirait. non, non». Après, il y a eu Skool et Circle. Alors ce qui est bien avec les 2, c'est que tu peux héberger des vidéos, par exemple, ou mettre, tu vois, des défis ou des choses comme Mmh. ça. Mais quand même, pour le côté, discussion, heu, je trouve qu'il y a quand même pas mieux que le nouvel outil de WhatsApp qui est WhatsApp Communauté. OK. Pour les bootcamps, on utilise Mmh. WhatsApp Communauté. Ouais. En fait, maintenant, tu peux créer une communauté, donc la personne rentre dans la communauté WhatsApp et en fait, elle peut avoir plusieurs groupes dans la communauté, tu vois? OK. Donc nous, on a par exemple dans la communauté, on a créé donc tu vois parce que c'est tous les mois, tous les 2 mois, donc il y a bootcamp LinkedIn novembre, par exemple et tu rentres dans la communauté, donc il y a annonces, ça c'est Mmh. bien et en fait, maintenant, tu peux même mettre des paramètres. Donc nous, on a les admins, il y a que les admins qui peuvent mettre les annonces. Donc les gens reçoivent une annonce, mais ils peuvent pas interagir avec l'annonce. Enfin, ils peuvent mettre un emoji, par exemple. Tu sais, si on fait un sondage ou autre, voilà, ils peuvent interagir, mais ils peuvent pas répondre sur les annonces. Ils peuvent pas écrire sur les annonces, donc c'est réservé à nous et après, il y a tous les canaux communautaires. Donc on en a 4. On a un canal, par exemple, présentation, où les gens peuvent se présenter. Tu as discussion business, discussion libre et on a, succès, quand ils ont des succès à partager et on a un pod. Mmh. Un pod où s'ils veulent mettre un post LinkedIn, ou une vidéo YouTube ou autre et qu'ils ont besoin de soutien, ils le mettent dans le pod OK. et on a tout ça, ça a été créé par WhatsApp et je trouve que c'est de loin l'outil le plus simple, hem, parce que tu peux l'utiliser depuis le mobile, donc tu as pas besoin d'aller sur l'ordi. Par exemple, Circle ou School sur mobile, c'est horrible et le deuxième truc, c'est que et ça, c'est le plus important, c'est que tu rajoutes pas un outil que les utilisateurs doivent adopter. Tout le monde a WhatsApp Ouais. et ça, c'est game changer. Parce Mmh. que si tu rajoutes un outil que les gens ils doivent rajouter une application, non. Ouais. Après dans la tech, les gens, surtout les freelance data, ils sont forcément passés dans une boîte à un moment où ça utilisait Slack. Oui, Mais je pense que soit c'est là aussi, du coup, tu as un contexte différent. C'est que toi, tu as des gens qui sont issus de beaucoup plus de secteurs bien sûr. différents. Ouais, ouais. Parce que tout le monde peut faire des posts LinkedIn. Donc ouais, tu as un enjeu WhatsApp, ça te simplifie Ouais, ouais. énormément cette partie-là. Ouais. Mais après, sur tout ce que tu as dit sur l'outil, j'avoue, je suis pas assez expert et en l'occurrence, c'est mon associé qui s'en est occupé. Donc je saurais pas te dire si, Mmh. voilà, mais j'entends le point. Je lui en parlerai. Non, non, mais moi, alors, je ne suis pas en train de te donner un conseil ou autre. C'est un retour d'expérience global pour les auditeurs parce que j'en ai utilisé plusieurs. Mmh. Donc, j'ai Circle. Circle est utile pour l'hébergement Mmh. et pour les mails. Discord, c'est horrible. Hem, En fait, les gens, ils oublient de se connecter à Discord parce que Si tu vas que pour ça, en fait, aussi, c'est ça le problème aussi, non? le truc, l'avantage de WhatsApp, c'est que tu reçois les notifs, parce que sur Discord, il faut activer les notifs et voilà, donc il y avait trop de notifs, les gens, ça les rendait ouf, parfois ils comprenaient pas comment ça fonctionnait. WhatsApp, les gens, WhatsApp, c'est quelque chose que tu ouvres quasiment tous les jours, en fait. Bah, ouais. Je pense que on ouvre tous quasiment WhatsApp tous les jours. Donc ça, c'est utile. Voilà, donc voilà comment nous, on a structuré. Après, le problème, c'est et ça nous a été reproché, mais de toute façon, quand tu as une communauté, on te fera toujours des reproches sur, donc voilà. C'est, parfois, certains disent qu'il y a trop de messages. Mmh. Donc en fait, quand tu as trop de gens, tu vois, je pense que si on était 4 000 sur un groupe WhatsApp,
ce serait pénible, tu vois? Mais là, tu vois, on est monté jusqu'à 120. Il y avait des gens qui disaient: «Il y a trop de messages», mais le fait de bien structurer les groupes, ça aide énormément, Mmh. tu vois? OK. Et nous, on avait un truc, par exemple, discussion libre, où les gens qui avaient envie de discuter, ils pouvaient discuter autant qu'ils voulaient et on disait aux gens, bah, si vous avez pas envie de enfin, si vous voulez que les trucs, classiques, vous avez pas envie de discuter, bah, venez pas sur discussion libre, en fait, tu vois? Mais on s'assurait qu'il y ait aucune information importante, qui soit pas sur discussion libre et pas sur autre chose. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on avait annonce et cetera. Mais bref, c'est un point. C'était pour les auditeurs pour qu'ils comprennent. OK, donc collectif de freelance. Maintenant, je vais te parler un peu d'argent parce que je vais te provoquer un peu, mais je me dis 350 000 au début, on se dit avec le podcast, si les gens se disent: «Ah putain, avec le podcast» et cetera, Mais c'est finalement pour tu ça te que je te disais que les gens allaient être déçus. bah, Vas-y. ouais, mais bon, c'est quand même intéressant. Mais Mmh. donc 2 choses, il y a qui sont intéressantes avant que je te cuisine sur l'argent, parce que les gens, ils veulent savoir si tu gagnes de l'oseille. C'est ça. Hem, En fait, ce qu'il y a à comprendre, je pense, si on fait un petit résumé, financier, c'est qu'en fait 200 000 € sur le podcast, vu que tu fais déjà énormément de podcasts et que, tu les factures, je vais pas dire cher, mais par rapport au marché, tu es quand même haut sur la barre. Ouais. C'est qu'en fait, tu pourras pas aller foncièrement beaucoup, enfin, tu pourras pas passer de 200 000 à 500 000, heu Non, même si bien sûr. la taille peut-être même si la taille de l'audience du podcast est le double, tu pourras probablement pas doubler les prix Non. et Ça, on pourrait y revenir, mais du coup, je lance quand même un deuxième podcast. Donc je vais quand même dans cette direction-là OK, aussi, en d'accord, plus de miser sur le collectif, mais on pourra en reparler OK après si tu veux. Je te laisse finir. et par contre, le collectif, Ouais. là, l'upside est illimité quasiment. Vous pouvez placer tous les freelances de France et prendre de Oui. parts de marché. Après, tu auras d'autres contraintes opérationnelles et enfin, on a déjà des contraintes opérationnelles. Alors, c'est pas si simple non plus. De toute façon, il y a aucun business qui est facile à Non. scaler, sinon Non, ce serait pas drôle. Mais ouais, tout à fait. En gros, en tout cas, le marché est là. C'est plutôt un problème, d'exécution et de process, tu vois, de mise en place côté collectif. Hein, je te donne juste un exemple, c'est, ta capacité tout simplement à répondre à la demande. Parce qu'en fait, tu as mmh, beau avoir un pool, qui est notre cas, tu vois, là, aujourd'hui, de 250 profils validés, il y en a plein qu'on identifie et donc on fait passer des entretiens et cetera, mais on est hyper rigoureux sur ce process parce que si tu arrêtes de le faire, enfin, c'est après que tu vas te retrouver à avoir des collabs qui se passent mal et cetera. Donc de toute façon, il faut maintenir la qualité au départ. Donc tu peux bon après ça, du coup, ça fait que juste tu t'acceptes de pas grossir trop vite. Mais on a quand même, aujourd'hui, tu vois, on est du coup, qu'à 2, on va dire à temps plein sur ce projet-là et même si tu as déjà rencontré les profils, quand tu as une boîte du CAC 40 qui te demande, je sais pas, deux trois profils, j'en sais rien, faut quand même que tu les rencontres. Ils sont pas tous dispo. Tu on prend que des top profils. Donc les mecs, qui sont rarement dispo, et donc après, bah, faut trouver les profils même en ayant fait ce travail, tu vois? Même en ayant le média, en ayant, justement cet avantage compétitif, du contenu, du coup d'attirer les meilleurs profils qui, sont harcelés par beaucoup de concurrents aussi, tu vois? Donc en fait et qui ont pas forcément toujours une tonne de mal à trouver les missions et donc mais malgré tout ça, parfois, c'est juste compliqué de trouver les profils, quoi. Ça peut être beaucoup de boulot et donc si on a trop de demandes en même temps, on n'arrive pas forcément à les couvrir. Donc là, maintenant, on est un peu dans ce questionnement de là, en restant à cette taille-là, combien de profils, on est capable enfin, combien de collaborations on est capable d'avoir, on va dire, sur un an. Bon, après, tu as celles de l'année précédente qui peuvent re-signer, donc ça va quand même compound, tu vois? Ça scale quand même, parce que tu as des collabs qui durent plusieurs années, mais il y a un moment donné où, tu vois, où on peut être un peu limité. Dans le sens où si on a, je sais pas, 3 clients qui nous demandent en même temps un profil dans la même semaine, potentiellement, eh ben, on n'arrive pas à fournir le service, quoi, mmh. sur les 3. Donc ça peut être un sujet. Donc c'est juste comment après tu arrives à le déléguer. Mais la grosse différence qu'on a là-dessus, c'est que c'est mon associé et moi qui nous en occupions. Et tu vois, on est des profils qui viennent de la data. C'est pas forcément facile de recruter ces profils-là. Enfin, genre, il y a quand même des enjeux personnels. Mais bref, l'idée, c'est pas d'entrer dans le détail, mais c'est juste pour dire que c'est pas si simple que ça. Mais clairement, c'est la vision. Et effectivement, la vision, c'est maintenant, ça va être de faire grossir ce truc-là. Mais voilà, justement, c'est pas quelque chose que tu peux non plus scaler à fond. Et le deuxième enjeu, c'est que c'est pas évident de bosser avec les grosses boîtes non plus. Je sais pas si tu t'es déjà confronté, mais tu as des process au niveau des achats, c'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu complètement différent de réussir à bosser avec les boîtes du Mmh. CAC 40 parce que quand tu as
une toute petite structure. Tu pas un truc qui s'appelle ISO 41, genre enfin, il faut une certif pour, Alors passer. c'est peut-être pour les logiciels ou j'en sais rien. Là, comme ça me parle pas. Mais ouais, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là. Mais c'est peut-être pour les logiciels plus, non? Je sais pas. Je sais pas. Mais non, mais c'est plus qu'effectivement, en fait, non, le fonctionnement, si tu veux, en général, dans les grosses boîtes, c'est que souvent, ils ont déjà des acteurs qui sont référencés. Il y a une dizaine d'acteurs qui ont été stampés par les achats. Et en gros, sur le papier, si tu fais pas partie de ces acteurs-là, en tant que cabinet de conseil ou de boîte de service qui fournit des consultants, tu peux pas bosser avec la boîte. Ça, c'est le mot d'ordre qui vient d'en haut, si tu veux. Ce qui se passe après, c'est que parfois, les équipes ou les leaders qui ont besoin de profils sont pas satisfaits des boîtes qui sont référencées, parce que du coup, c'est des boîtes qui, du coup, ont un espèce de monopole et commencent à, tu vois, peut-être à réduire un peu la qualité de service. Enfin, je pointe personne du doigt, mais potentiellement, ou qui sont trop généralistes, justement, donc ils vont pas être bons sur les besoins spécifiques data. Enfin, il y a plein de raisons. Et donc, les managers, ils vont un peu court-circuiter et ils vont commencer à bosser avec nous. Mais au début, tu rentres un peu par la fenêtre jusqu'à ce que tu aies une collab assez solide pour aller mener la discussion avec les achats. Donc, tu as, un vrai taf de commercial qui est complètement différent par rapport à ce que tu aurais quand tu fais à quelque chose qui ressemble un peu plus à du B2C presque, tu vois, même si tu vends à des professionnels, quoi. OK. Je reviendrai un petit peu là-dessus sur le comment. Oui, tu voulais parler argent, ça, j'étais complètement sorti. Non, 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 c'est non, non, Mais non, mais non, finissons ce que je vais te parler un peu des c'est quoi retours ta qu'au. question, du coup, tu veux savoir à la fin? Enfin, tu as envie de comprendre je sais pas, quels sont les coûts, enfin, Bah, il y a quand même un truc où quand en fait, alors parce que ça fait un moment qu'on n'a pas, qu'on n'a pas échangé parce qu'en fait pour les auditeurs en fait, mmh, à l'origine moi enfin on s'est rencontrés parce que tu étais un client du mastermind. ouais, Quand j'entends en fait maintenant, 3 cofondateurs, une freelance, qui va être, à 3/4 temps et 2 alternantes, je me dis: «Ça fait quand même beaucoup de bouches à nourrir» mmh. et quand j'entends 350 000 € par an, je me dis: «Il y en a un qui doit quand même pas gagner hyper bien dans l'affaire, non?» Ou alors vous avez des marges, à 100 mais il y a quand même ça c'est du boulot quoi, enfin il y a enfin la prod ça coûte. Non, mais ça dépend comment tu fais les choses, tu vois? Mais pour faire simple, en fait, tu vois, le deal qu'on a avec mon associé sur la partie collectif, c'est qu'en gros, sur cette année, c'est un truc qu'on va peut-être, enfin, on est un peu en train de réfléchir, on va dire, mais c'était, 60-40. Moi, j'arrivais avec tout le bagage, média, mais lui, 60 pour toi. ouais, mais lui, beaucoup plus de force vive, au quotidien. C'était un peu le deal qu'on avait et donc je sais pas, 60 de 150. Il me disait que tu étais bon. Tu étais bon. J'étais pas bon. Ouais, genre 60 de vendredi 150, 18h, j'ai plus de cerveau. ça fait 90, non? Bref, mais donc attends, 150, C'est toi le data scientist en plus, non? Vous êtes pas bon en maths vous? putain, je suis vraiment naze. Attends, on a dit combien? Tu as dit 60 de 150. Bah ça fait, 90 000, non? Ouais, bon, disons ça, je te fais confiance. 90 000, et donc tu as 90 000 qui vient de là et après tu vas avoir c'est dingue, hein, j'ai l'impression que c'est le fait d'être devant le micro, parce que ça, c'est quand même un truc normalement que je pourrais calculer de tête comme ça. En Ouais. fait, le fait d'être sur un podcast, genre, tu sais, tu perds un peu tes moyens, c'est marrant. Bref, je passe et après, la partie, du coup, où on fait 200 000 sur le média, celle-là, effectivement, il y a un peu plus de coûts. Parce que côté collectif, c'est que de la marge. Il y Ouais, a pas trop il y a c'est pas de la coût. prestation intellectuelle quoi, Ouais, donc il y a il y pas a de pas de coût, coût, ouais. enfin, tu vois? Non, franchement, il y a pas de coût. Et sur les 200 000, en fait, j'ai pas, finalisé le BP dans le détail sur 2025, donc te sortir les bidas exacts, là, c'est pas évident. Mais si je te le fais dans les grandes lignes, je pense que sur les 200 000, tu enlèves peut-être, sur cette année, peut-être 50 000 de coûts. Mmh. Et donc après, pour faciliter les calculs, on va dire que je fais moite-moite avec mon associé de ce côté-là. Mmh. Et donc, ça fait 75. Donc moi, je récupère 75 de ce côté et 90 de l'autre, en gros. En chiffre d'affaires. Non, en marge. Mais après, il y a les Oui, impôts. enfin, oui, mais c'est pas enfin, quand je dis tu récupères, c'est parce que enfin, si tu veux le mettre sur ton compte en banque, Après ça, c'est ce que tu connais. C'est d'ailleurs, faut le remonter dans ta holding et puis après, faut te le mettre dans la poche et du coup, tu files 50% au passage, quoi. Ça, c'est classique. ouais, OK. Mais du coup, Oui, oui, ouais, non, mais que les auditeurs enfin, quand je dis ouais, 90 comprennent. 000 et l'autre, c'est pas c'est pas ton salaire. Ah mais non, Non, en oui, fait, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un bilan en fin d'année où je parle de ça, justement, je fais exprès de réexpliquer parce que c'est vrai que c'est incroyable, on réalise pas à quel point, tu parles d'un chiffre d'affaires. C'est pour ça que moi, je parle rarement de chiffre d'affaires
Parce qu'en plus, si je te parlais de chiffre d'affaires vraiment, je te parlerais de ce qu'on facture aux clients. Dans ce cas-là, on fait entre 1,5 million et 2 millions de chiffre d'affaires. Oui. Mais de ça, j'en parle même pas Ah parce que oui. c'est ridicule, tu vois? Et parce que la majorité part aux freelance, tu vois? Mais bref, mais même là, effectivement, à la fin, du coup, bah, si je reprends l'exemple que je donnais, en vrai, je fais pas des comptes aussi précis que ça parce qu'aujourd'hui, en fait, je vis en dessous de mes moyens, mais sans, faire attention, tu vois? Peut-être aussi, parce que je travaille beaucoup, mais j'ai vraiment pas l'impression de me serrer la ceinture du tout, mais ça me suffit largement, tu vois? Mais du coup, effectivement, en supposant que c'est pas aussi simple que ça, parce que tu laisses un peu d'argent sur les boîtes pour avoir de la trésor et cetera. Mais du coup, si tu pousses le trait des 90 plus 75, ouais, en supposant que tu laisses un peu d'argent sur les comptes et tout, tu vois, à la fin, tu as genre, 150. Du coup, ouais, limite, je t'enverrai un mail avec exactement ce qui se passe sur 2025 parce que j'ai pas envie de passer pour un mytho et c'est peut-être pas exactement comme Non, ça que mais ça va se passer. c'est approximatif, Mais en pour le fait, bien du calcul, ouais. ouais. Et 150, bah, en fait, après, du coup, si tu décides de remonter ces 150 000 € dans ta holding, donc pour les gens qui sont peut-être pas familiers, en général, tous les entrepreneurs en France ont une holding au-dessus de leur société, dans laquelle ils vont, remonter l'argent, entre guillemets, qu'ils ont pas envie de laisser dans la société, dont ils ont pas besoin, pour réinvestir dans la société, disons. Et après, l'argent dans ta holding, ce qui se passe, c'est que si tu décides de tout te sortir, par exemple, en salaire, et ben, tu vas payer, 50 dessus. Donc tu te retrouves avec, 75 000 €, donc tu vois, un petit peu moins de 7 000 € par mois, net d'impôts, quoi. Mmh. Voilà, ça, c'est si tu pousses le truc vraiment au max. Mais en fait, dans les faits, c'est juste que tu vis, une partie de ton lifestyle sur tout ce qui est légal, tu peux le passer sur ta boîte, donc un certain nombre de choses et cetera. Tu peux le faire aussi sur ta holding, sur d'autres aspects, passer des restos, des trucs, Mmh. business. Et donc et à la fin, tu te payes, le salaire que tu te payes. Mais moi, en vrai, aujourd'hui, tu vois, en me payant, genre, j'ai pas de salaire fixe, tu vois? Mais en me payant grosso modo autour de, je pense, je sais pas, entre 3 et 4 000 € net, je les dépense à peine, tu vois? Parce que, j'ai déjà dépensé pas mal, sur la boîte avant, donc ça doit me faire un truc autour de 5 000 € net. En vrai, 5 000 € net, faut quand même les dépenser. Enfin, je sais pas, toi, j'ai l'impression que tu vis comme Beyoncé, mais genre, en vrai, même en faisant des restos et tout, je sais pas, tu les dépenses pas, quoi. OK, donc on reste approximatif, mais tu penses que parce que tu te verses pas tous les mois la même chose, mais tu penses que tu te verses 4 000 à 5 000 € net par mois? Ouais, je pense. Truc comme ça, Ouais, c'est bien. truc comme ça, ouais. Oui, OK. Et pour ouais, pour moi, non, mais tu m'as fait marrer quand tu me dis combien je dépense. Hem, c'est Mona qui est Bouchtita qui m'a, posé la question. En fait, en perso, je regarde pas, ce que je dépense à la fin du mois parce que ça me fait toujours un choc, en fait. Ah ouais? Je sais tu sais que je sais pas où passe l'oseille, hein. Ouais, ouais, Mais Lisbonne, après, ça coûte cher aussi, non? Tu trouves pas? Après toi, tu s vis dans un quartier de hippies, toi, donc ouais, peut-être. Non, franchement, bah, les loyers ont beaucoup monté, mais par rapport à Paris, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vis entre Paris et Lisbonne. Cette année, quand même plus à Paris qu'à Lisbonne, mais c'est justement un équilibre qu'on est en train d'essayer de trouver, parce qu'on adore, cette ville. Et effectivement, sur les loyers, tu es comme à Paris quasiment. Après sur le quotidien, je sais pas, mais effectivement, en fait, je pense que tout est dans le quartier. Toi, tu es dans le quartier le plus huppé de Lisbonne, non? C'est comment ça s'appelle? oui. C'est ça. Donc je pense qu'en fait, tous tes trucs du quotidien, ça doit te coûter peut-être, jusqu'à 2 fois plus cher que moi, où je suis dans un quartier, pas non plus de hippie, faut pas exagérer, mais Mais dans un attends, quartier mais ils ont standard, des il quoi. y a des tipis chez toi et tout? Hein? Pourquoi des Tipeee? Je sais pas, non, non, il y a des non, 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 mais parce qu'il y a plusieurs types de quartiers à Lisbonne et Ouais. il y a plusieurs, en fait, il y a le nord-est qui est un peu plus toi, tu Moi, je suis entre Grassa et l'Alfama, effectivement, Mouraria. Donc pour ceux qui nous écoutent, mais Grassa, c'est un quartier historique où tu as plein de monuments. Enfin, c'est plutôt touristique. Tu as les tuk-tuk, les machins. Bon, après, ça peut être très relou aussi. mmh, Alfama, c'est là où tu as toutes les petites rues. C'est hyper touristique aussi, mignon. Mais plutôt, voilà, Lisbonne dans son jus. Et Mouraria, effectivement, c'est pas le quartier le plus sympa. Et nous, on est juste un peu entre les trois, tu vois. mmh, Donc, c'est pour ça qu'en fonction d'où tu arrives, tu peux avoir l'impression qu'on est dans le quartier le moins huppé de Lisbonne. oui, oui, oui. Mais en fait, on est on est aussi très proche de quartiers sympas, tu vois? Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, Lisbonne, c'est moins grand. Non, non, mais
La UP, oui, oui, moi, un peu, mais un jour, je discute, je sais plus qui, avec un truc et je lui donne le nom de mon quartier. Il me fait: «Oh!» comme ça, c'est un peu, mais bon, c'est pas, enfin, c'est bien moins grand que Paris. Déjà, Paris, c'est pas très grand, hein, par rapport à genre Tokyo ou, Mmh. hem, Lisbonne, ça va vite quand même, hein, quand Ouais, bah, après tout est dans enfin, je pense que c'est une question de philosophie, aussi un peu de ton quotidien, tu vois? Je sais plus si toi tu es maqué ou pas, tu vois, moi j'ai une fiancée et je sais pas, ça l'air de rien, ça stabilise quand même aussi pas mal ouais. enfin déjà tu divises les coûts en 2, c'est quand même Alors aussi bien, c'est ça, énorme. c'est clair. Le coût du célibat, Ouais, le coût du célibat, ouais. c'est vrai que non mais ça c'est significatif, tout Bah, coûte ça, il 2 faut fois plus cher. calculer, pas 2 fois, mais c'est quand même, mais bon, c'est vrai qu'à 2, Puis du même, coup, tu as la flemme de te faire à bouffer, donc tu dois commander en permanence ou tu vas au resto, enfin tu es beaucoup plus dehors avec des gens, enfin, c'est ça aussi. Bah, bon après c'est pas pour te pour pour me quoi? pour t'afficher ou non, je sais pas. Mais moi, j'ai pas honte. De toute façon, je le dis tout le temps que moi, j'ai une femme de ménage. Bah, la femme de ménage, c'est sûr que, ou l'homme de ménage, hein, enfin, il se trouve que c'est moi, c'est une femme, mais j'ai déjà eu un homme de ménage. Bah, c'est sûr que si tu es à 2, et ta surface, elle a pas besoin d'être 2 fois plus grande parce que tu es à 2. Enfin, tu vois, la cuisine, elle a pas besoin d'être 2 fois plus grande, le salon, il a pas besoin d'être 2 fois plus grand. Oui. Donc et enfin, l'homme ou la femme de ménage elle va pas passer 2 fois plus de temps parce que tu es 2. C'est pareil, la nourriture, ben, en gros, si tu as décidé de faire un plat pour 2, ça coûte pas 2 fois plus cher que si tu le fais pour un. Grave. Et même le temps, tu vois, le temps passé, ben, si tu le fais pour 2, c'est quasiment le même temps que si tu le fais pour un, en fait, tu Mmh. vois? Donc évidemment, que il y a un Ah oui, c'est vrai, oui. c'est sûr. Après, je pense aussi, en effet, que bon, tu me diras, mais je pense que quand tu es à 2 aussi, tu cuisines plus, non, chez toi, non? Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est qu'en fait, en fonction alors ça dépend de la femme que tu as, mais potentiellement, moi en tout cas, je parle pour ce cas, elle va avoir tendance à beaucoup plus aussi cadrer, le fait qu'on tu vois, qu'on dîne à la maison, qu'on fasse quand même des courses et cetera. Ou moi, en tout cas là, sur les notamment les premières années, d'entrepreneuriat, si tu veux, j'étais très focus donc j'allais pas prendre 1 heure, tous les jours pour faire manger ou des choses Bah, comme ça, non, tu vois? non. Mais du coup, maintenant, c'est un peu un compromis, tu vois, qu'on trouve et ça, l'air de rien, bah, c'est sûr quand tu commences à faire, plus de courses, à manger chez toi, quelques soirs dans la semaine, ça fait une diff de dingue aussi sur, le budget. Mais en fait, on le fait même pas forcément que pour ça, encore que un peu, tu vois? Je vais pas dire, ça peut être un sujet où on se dit aussi: «Bon, bah, genre, juste d'avoir, tu vois?» Même sur des choses où on pourrait se le permettre parfois, de se dire: «Bon, c'est un peu cher». Il peut y avoir un peu, cette limite-là. Ça, je pense, ça vient quand tu es en groupe aussi, ou le fait, tu vois, d'être à 2 où du coup, tu vas un peu plus, peut-être, pas avoir ces discussions sur est-ce que c'est logique, qu'on fasse cette dépense ou pas. Alors que si tu es tout seul, tu es un peu tout seul avec toi-même et voilà, si tu as envie, boum, tu le fais et basta, tu vois? Mais non, mais c'est ouais, j'ai pas envie de Limiter. négocier. Mais c'est pour ça que c'est bien quand tu es, par exemple, solopreneur avec une team et que tu as pas d'associés. Bah, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les associés, ça me fait chier, surtout pour une raison, c'est qu'en fait, je pense que moi, j'aime bien, le côté, dictatorial de la boîte. Mais dictatorial, quand tu es solopreneur, ça veut dire que c'est pas, ça veut pas dire que tu es un connard ou tu vois? Moi, les gens sont bien payés et cetera et je pense que c'est assez collaboratif chez moi. Mmh. Mais tu vois, quand tu as un associé, si l'associé, il te dit: «Non, je suis pas d'accord», tu peux pas, dire: «On fait ça» et passer en force. Enfin, tu peux le faire, mais ce que je veux dire, c'est que et en fait, moi, ça m'a saoulé à des moments de Mmh. devoir, me dire en fait, il y a des moments où j'avais envie de dire: «Mais vas-y, je t'ai pas demandé ton avis». Sauf qu'en fait, ben, non, mais tu vois, moi, je me permets jamais de dire des choses comme ça. Oui, bien sûr, mais je Mais comprends. si tu Bon, prends un freelance et que le freelance te dit: «Non, on fait pas ça», bah, tu lui dis: «Bah si, on fait ça, en fait», tu ouais. vois? Enfin, c'est tout, et puis si tu as pas envie de le faire, je prends quelqu'un d'autre, en fait. Mais un associé, si à partir du moment où la boîte elle est pour les 2, bah, en fait, si à un moment tu dis: «Non, mais ça va s'appeler comme si» ou «On fait ça» et qu'il te dit: «On fait pas ça», bah, en fait, à un moment, faut trancher, en fait, Ouais, après, tant que tu gardes un rôle de CEO, en vrai, c'est assez acté que c'est toi qui vas trancher à la fin. Mais je suis d'accord, tu es obligé de mettre un peu plus de forme ou d'accepter effectivement de mettre Ouais. des formes, même quand tu sais depuis le début que tu as l'instinct, qu'il faut faire ça et que entre guillemets, tu sais que tu vas le pousser à la fin. Et après, ça dépend aussi de la répartition, des parts dans la société. Ouais.
Mais tu vois, moi, il y a pas grand-chose et après je trouve qu'il y a aussi des sujets où parfois c'est cool d'avoir quelqu'un qui a des convictions. Elles sont un peu différentes. Alors faut pas que ce soit un truc, tu pas envie de le faire comme ça, mais où tu vois que, tu vois, la personne, elle prend en main le truc, elle commence à dire: «Moi, j'ai envie de le faire comme ça et tout». Tu es en mode: «Bah, OK, vas-y, go», et en fait, ça t'enlève aussi de la charge mentale, tu vois? Il y a aussi un intérêt parfois Mmh. à ça. Mais il faut que ce soit un truc après où tu es OK avec la direction que ça prend, quoi. Non, mais c'est clair. Mais moi, plus jamais 50-50. Ah ouais? Non. Il y a plein de fois où des investisseurs ou Cody Sanchez me disent, 50-50, c'est une des pires erreurs et je me disais: «Non» et tout. En fait, maintenant, je pense que c'est pas bien je pense qu'il y en a un qui doit prendre les décisions et voilà. Soit je suis hyper minoritaire dans un truc et on fait un truc collégial et cetera, et je suis invest ou tu vois, minoritaire, Mmh. soit je suis majoritaire et là, c'est moi, quoi et en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça aille vite. Je demande l'avis aux gens, je les paye bien, mais je fais pas de 50-50, quoi. Je suis Mmh. pas d'un non. Si donc OK, donc là, OK, non, mais c'est intéressant. Donc on a bien fait le tour financièrement. Ça te satisfait ou tu veux grossir tout ça? Et si tu veux grossir comment? Ouais, je veux grossir, mais c ouais, non, c'est juste je réfléchis à la manière dont tu as formulé la question. Est-ce que ça me satisfait ou est-ce que je veux grossir? En fait, c'est presque un peu 2 sujets différents. En vrai, je suis satisfait, enfin non, je suis pas encore satisfait dans le sens où là, ça suffit pas, mais comme je te dis, moi, aujourd'hui, enfin, j'ai pas besoin d'avoir absolument plus d'argent à très court terme, tu vois? Je Mmh. kiffe ma vie, comme elle est, en tout cas à ce chapitre de vie. Le problème, c'est plutôt typiquement, j'ai envie de grossir pour que, par exemple, mon associé gagne plus d'argent. Parce que, Oui. du coup, c'est devenu un élément, structurant dans, on va dire, mon dispositif et donc bah, en gros, faut que lui aussi, il soit content, tu vois? Et comme, bah, lui, il a pas les 2 business et qu'il est full time sur ce business-là, j'ai besoin d'atteindre une taille critique sur ce business pour que, pour qu'on ait une vision long terme et que, Mmh. voilà, il se projette. Parce que, parce que c'est des profils, lui, il était freelance, data, avant et c'est des profils qui gagnent très, très bien leur vie, tu vois? Donc même si là, il commence à, enfin, tu vois, il se paye déjà, qu'on est encore, quasiment à la moitié, même moins de la moitié de ce qu'il se payait, quand il était freelance, tu vois? Donc en gros, faut faire x2 sur ce business, quoi. C'est un peu ça que je veux dire. Donc pour que je sois à l'aise, en prenant en compte tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça quand même qui est aussi une contrainte et après, il y a, plus généralement, c'est juste que j'ai envie, ouais, de faire grossir encore, on va dire le projet au global. Il y a des projets que j'ai envie de lancer, je pense je peux te raconter un peu ce que je vais mettre en place et peut-être le rationnel va venir après. Mais en gros, sur la partie média, tu vois là, mon objectif, c'est de dupliquer le podcast en français, dans d'autres pays, donc de partir à l'international et en commençant, donc on le lance là, tu vois? J'ai déjà des premiers enregistrements qui sont prévus, en lançant un DataGen Europe. En fait, je commence un peu Europe parce que je suis pas encore sûr de est-ce que ça va être un pays ou pas et je me dis finalement peut-être c'est mieux de faire un podcast DataGen Europe et de commencer à faire des épisodes avec des boîtes, allemandes notamment. Mmh. En allemand? Donc là, j'ai pris la liste, voilà, toutes les licornes allemandes, non, en anglais. Mais l'écosystème tech, allemand parle beaucoup anglais. Ouais. Et donc avec une vision où à terme, j'aimerais bien justement, alors ça, c'est un peu dans la question que tu disais, mais avoir, quelqu'un d'autre qui rejoint l'équipe et qui serait, peut-être mon co-hôte sur ce podcast-là. Mmh. Un Allemand ou peut-être un Anglais, j'en sais rien. Et voilà, et là répliquer ça, mais là, je vais pouvoir faire le double run pendant un moment, mais il y a un moment donné où peut-être que ça va pas, tenir. Mais ma vision long terme, ce serait un peu ça, ce serait de juste monter un peu plus à une échelle où, en fait, il pourrait y avoir d'autres hôtes du podcast. On pourrait faire quand même grossir le CA sur la partie, sponsoring. Parce que du coup, bah, là, tu crées un nouvel inventaire. Tu es sur potentiellement tu vois, des budgets au niveau Europe, ça peut être intéressant. Sachant que moi, je connais, tu vois, déjà, enfin, tous mes clients, j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui sont présents aussi dans ces pays-là. Donc en fait, ça peut être juste répliquer finalement le coup de bouc, ailleurs. Donc ça, c'est un axe. En vrai, c'est quasiment un des axes principaux, de l'année prochaine, tu vois? Mais tout en maintenant, ce qui se passe en France et en continuant aussi à le faire évoluer, tu vois? Donc il y aura aussi des nouveautés sur la partie France, dont on peut parler après si tu veux. Et ça a aussi un axe, un peu self-branding, tu vois? J'y réfléchis beaucoup en ce moment, mais je pense qu'il y a l'axe de bon, bah, clairement, alors il y a le collectif, mais ça, je te dis, il y a des contraintes qui font que c'est difficile d'accélérer finalement là-dessus. Je me dis là, je fais le max que je peux faire sur la partie collectif. Entre temps, j'ai encore un peu de charge mentale de libre, on va dire. Bah, je me dis: «OK, je peux pas faire grand-chose effectivement comme dit pour faire grossir le chiffre d'affaires purement sur la France». Donc je lance, le niveau Europe et je me dis qu'en fait,
dans un horizon de temps, il y a un moment où ce projet-là, entre guillemets, pourra devenir beaucoup plus intéressant. Tu vois? Genre, si j'arrive à répliquer le DataGen France en DataGen Europe et à être le podcast data numéro un, mais cette fois au niveau Europe, ça peut ouvrir beaucoup, beaucoup d'opportunités après. Et puis même en termes d'impact, je trouve ça cool. Moi, ça me fait marrer d'aller du coup découvrir un peu les écosystèmes des autres pays qui sont complètement différents, etc. Donc ça a plein d'intérêts à plein de niveaux. Le premier étant que j'ai envie de le faire, tu vois? De toute façon, on en revient toujours au même sujet, il faut suivre ce que tu as envie de faire, quoi. Et donc voilà. Et en parallèle, continuer effectivement à développer le collectif. Et puis après, si je suis transparent, après ça peut faire un peu genre, un peu prétentieux peut-être, mais l'idée après, c'est de se dire pourquoi pas répliquer finalement le modèle qu'on a en France avec médias, sponsoring, collectif, au UK, en Allemagne ou au niveau Europe. Parce qu'en fait, bah, tu peux faire un podcast data, tu peux faire du sponsoring et puis tu peux très bien placer des consultants là-bas aussi, tu vois? OK, donc ça, c'est dans les pistes de développement. Si, sur le podcast, donc si, on va te poser des questions un peu plus sur, ta manière de fonctionner, Mmh. comment tu sources les invités? Ça enfin, maintenant sur la partie France, on va dire, c'est plus facile parce que le podcast est devenu le podcast de référence sur, cette petite niche. Donc j'en ai beaucoup qui me contactent et ceux que j'ai envie de contacter, je leur envoie un message, sur LinkedIn, hein, aussi simple que ça. Ou parfois sur d'autres canaux, si je peux les atteindre sur d'autres canaux. Parfois, tu as des groupes Slack, quand tu as une grosse communauté où tu as beaucoup de gens, sur Slack, c'est une communauté sur Slack de leaders data. Mmh. Ou sinon sur LinkedIn, comme en fait, mon compte LinkedIn est aussi extrêmement développé depuis 5 ans, j'ai, j'ai un accès assez facile, si tu veux, aux invités potentiels. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, maintenant, quand tu envoies un message à quelqu'un de la data, tu es quasiment sûr qu'il te répond, en fait. Ouais, c'est sûr qu'il va me répondre. Après, parfois, ça peut être non pour, des raisons, soit parce que l'entreprise, souhaite pas partager, soit parce que voilà. Mais c'est très rare que je me fasse ghoster, si je propose de passer sur le podcast. Après, si j'arrive avec une casquette peut-être plus commerciale, typiquement parfois comme ça peut être le cas pour le collectif, là, comme toute personne qui essaie de vendre, tu Ouais, te prends des bâches, quoi, d'accord. c'est normal. OK. Parce que tu m'as dit donc il y a, dans les métriques, social media, donc tu es considéré maintenant comme le numéro un de la data science en France? Je sais pas si je suis considéré comme le numéro 1. Je disais juste que forcément je l'utilise parce que ça permet de faire du «marketing» entre guillemets, mais c'est le classement Favicon qui m'a classé là, numéro 1 sur la partie data science en France. Après je suis pas le plus gros. Tu as des créateurs de contenu LinkedIn qui sont plus gros en taille, mais je suis le plus gros sur un sujet, de stratégie data, à destination des leaders D'accord. data. Donc c'est encore une fois un peu une niche dans la niche, quoi. Mmh. D'accord, donc en fait, OK, donc tu sources tes invités juste en envoyant un message, ils te répondent. Mais bon, je te donne un exemple. Là, tu vois, on lance le podcast en Europe et donc j'ai attaqué les leaders allemands parce que j'ai envie de préparer des épisodes. J'ai pris toute la liste des licornes allemandes, j'ai trouvé tous les head of data et je leur ai écrit à tous, quoi. Donc là, ils commencent à me répondre et je set up les épisodes et go, quoi. OK, et dans ta préparation de l'épisode, c'est long? Ça dépend, ça a pu varier. Maintenant, j'essaye souvent de faire un seul call de préparation, mais je fais un call systématique. Ah, c'est bien, OK. Ouais, ouais. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu disais parce qu'il y a plein de manières de le faire. Moi, il y a un niveau de préparation qui est assez significatif où je vais faire un template un peu de trame. Je vais faire un call. Après, je vais retravailler la trame. Je vais personnaliser vraiment les questions par rapport aux éléments de contexte que je récupère pendant ce call. Et ça peut arriver qu'il y ait un deuxième call. C'est relativement fréquent quand même, hein. C'est pas genre 10%. On va dire sur cette année, ça a peut-être été, je sais pas, sur pas loin de la moitié, mais j'essaye justement ça, je vais essayer pour un souci de temps d'essayer de le faire avec un seul call de manière générale dans le futur, tu vois? Et après je partage la trame à l'invité. Après la règle, c'est que, si tu veux, c'est préparé parce qu'on est sur un sujet complexe qui est un peu technique, donc si ça part dans tous les sens, ça peut vraiment être, impossible à écouter. Maintenant, c'est plus le cas, mais il y a une époque aussi où c'était pas forcément toujours des profils qui avaient l'habitude de prendre la parole, donc même eux, ils sont rassurés. Après, la règle, c'est en fait, si tu veux, c'est préparé, mais il y a quand même de l'impro à l'intérieur. On délimite un petit peu les sujets où on va aller, où on va moins aller, s'il y en a où ils veulent pas aller. Et après, en revanche, sur le moment, bah, je vais rajouter des questions, tu vois, mais sans partir sur des sujets qui n'ont rien à voir. OK. C'est un peu ça le niveau de préparation. Voilà. Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais parce que, bah, pour info, moi, je fais pas de call de préparation. Je lui demande Je pas. sais, bah, non, Hein? je sais, j'ai bien Je sais, ouais, ouais, ouais.
Hem, non, en général, enfin, c'est intéressant ce que tu as dit sur les personnes quand elles ont pas l'habitude. Certaines peuvent être très flippées, heu, notamment au début quand j'ai commencé, il y en a qui étaient très flippées. Elles voulaient les questions et cetera, savoir, qu'est-ce que je dois préparer, et cetera. Mmh. Et là, de moins en moins, les gens, ils ont plus l'habitude, je pense, et c'est born ready, quoi. Donc tu m'as à peu près dit sur les coûts, le temps de préparation. Tu as déjà été déçu un peu? Est-ce que tu t'es déjà planté sur un invité? Tu l'as fait, c'était un calvaire en fait Mmh. Ouais. ou genre il était claqué, ou il avait pas le niveau, ou je sais. Ouais, il y en a eu quelques en vrai, ça va, globalement, ça reste, plutôt une petite stat. Mais ouais, forcément, tu sais, quand tu fais 200, enfin, plus de 200 épisodes, il y a eu plein de ratés, Après, il y en a plein où parfois on a pu rattraper. Parfois, c'est juste que les gens, effectivement, étaient pas à l'aise du tout et donc on a pu le rattraper au montage, mais en Ouais. passant beaucoup plus de temps sur le montage. Ça peut être un cas. Et après, je peux pas te citer la boîte, mais il y a une boîte on a retiré l'épisode carrément parce que ouais, parce que vraiment ça allait pas, quoi. En fait, la personne est arrivée, avait trop appris par cœur, ce qui m'a grave surpris. Et c'était, limite, ouais, ça ressemblait plus à un peu à un TEDx. Alors tu pourrais dire TEDx, c'est plutôt cool, mais il y avait un côté où vraiment c'était genre, elle récitait, quelque chose et du coup, notamment dans les commentaires YouTube, bah, ça commençait à sortir et tout. Donc vraiment, je me suis en fait, c'est vrai que enfin, voilà, j'étais pas content de l'épisode. Les gens disaient quoi? Bah, il disait, «Trop cool, tu récites bien ta leçon», enfin, tu vois? C'était Ah, tu ça ouais, ça ouais. sur YouTube? Ouais. Et du coup, Ah, donc tu te fais clasher, même un podcast sur la data science, tu te fais en clasher? vrai, ça va, j'ai pas une tonne de haters mais ouais, ouais, bien Tu sûr, as? non, non, quand je dis pas une tonne, c'est genre, j'ai pas de haters officiels, mais il y a des Oui, commentaires, ouais, qui oui. tac, tu Mais vois? il y a jamais quelqu'un qui est venu vraiment te casser les couilles? Non, non, aujourd'hui, je me suis pris un commentaire, par exemple, de quelqu'un qui m'a dit, «Désolé, j'aime pas la pub déguisée». En plus, il a dit ça sur un épisode, j'ai pas du tout compris parce que c'est pas du tout un épisode sponsorisé, Ah, l'épisode mais est ouais, sur hyper YouTube. cool. Mais sur YouTube, les gens ils sont bizarres, hein. Mais dès qu'il y a de l'anonymat, ouais, ils sont bizarres. Ouais. Mais globalement, je pense que le fait d'être sur une niche après, c'est peut-être le risque, c'est peut-être de commencer à faire ce genre d'exercice-là, tu vois? Et de parler d'autre chose que de la data. Parce que jusque-là, le fait d'être sur la niche, d'avoir un branding hyper expert, enfin, je sais pas si tu as déjà vu mon LinkedIn, mais tu vois, je sors pas une tonne du cadre, on en avait déjà parlé. Mmh. Enfin, du cadre, je sors pas une tonne de la data, quoi. Je pense que ça limite un peu, finalement, le fait d'attirer, des haters. Peut-être Ouais. que si justement je commence plus à parler business, un peu à parler d'autres sujets et cetera, j'en aurai plus. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, quand tu commences à de toute façon, plus tu parles d'un sujet, global où les gens croient qu'ils peuvent, dire un truc intéressant, parce que c'est large. Je sais pas si tu parles du train, par exemple, tout le monde a un avis sur le train. Donc là, tu as des Mireille qui viennent raconter, leur et par contre, si tu parles de data science, les gens, ils se disent: «Je vais pas commencer à donner mon avis», enfin, tu vois, sur la data science, parce qu'en fait, tu as le risque de passer pour un con et de dire un truc complètement pas pertinent, il est beaucoup plus gros, tu vois? Ouais. En fait, tu élimines quand même beaucoup de gens, parce que tu es sur un domaine, pro, les gens ils mouillent un peu Mmh. mais sur YouTube, ça reste anonyme, donc en fait, les gens ils s'en foutent, quoi. Ouais. Mais c'est juste qu'ils prennent même pas le temps, tu vois? Ils s'en foutent de mettre un commentaire haineux, mais bon, par la force des choses, il y en a quand même de temps en temps, pas Mmh. haineux, mais il y en a Mmh quand même de mh. temps en temps. OK. Écoute, on passe à la dernière partie sur toi un peu qui est, Robin. Je vais te donner on va dire des concepts de vie, et tu vas me dire sur 10 ton niveau de satisfaction. 0 étant très peu satisfait et 10 étant, très satisfait. OK, vas-y. Si je te dis, amis, 10. 10, Mmh. ah c'est beaucoup. Mmh. Tu es bien entouré, tu kiffes, tu as le temps de les voir, Ouais, sur la partie pote, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance, ouais. Tu veux que je développe ou tu as des Ouais, questions si, sur ce si, là si, si. Moi, je sais pas si tu es en jeu en mode, Non, face vas-y, tac, tac, vas-y, tac, tac. vas-y. Bah, je pense c'est marrant parce que j'avais ce débat il y a pas longtemps avec un pote et je pense que c'est pour le coup, l'école de commerce. Alors je sais que ça a pas été la même expérience pour tout le monde, mais en tout cas dans mon cas, c'est une des choses pour lesquelles, je regrette pas d'avoir fait une école de commerce où c'est probablement le truc que j'ai l'impression d'en retirer. Enfin presque, tu vois? Si je devais en choisir qu'un, c'est vraiment celui-là. C'est, le groupe de potes, avec lequel, je suis reparti, qui est, significatif, tu vois? Genre, vraiment, presque une dizaine de très bons potes, qui sont devenus des très, très bons potes parce qu'on s'est mis à faire en fait, le groupe a pris de l'ampleur et on se voit tout le temps et cetera et un groupe élargi où potentiellement, tu vois, quand il y a des soirées ou des trucs,
Je sais pas, ça peut être plusieurs dizaines, trentaines, quarantaine de personnes et ouais, du coup, ça, je suis associé. Et après, j'ai beaucoup de potes aussi, mais je sais pas si tu le sais, mais je viens de La Réunion. Donc ça, malheureusement, ceux-là, je les vois moins, mais du coup, Oui, tu peux pas y aller en bus. non, tu peux pas y aller en bus, mais j'y vais, tu vois, pour les fêtes, Ok. très souvent. Et là-bas, je retrouve aussi tous mes potes, parce que là, c'est le côté un petit peu, je pense, insulaire, qui fait que tu perds pas de vue les gens Hmm. dans ce type d'environnement. Et donc, j'ai aussi encore tous mes potes d'enfance, quoi. Ok. Si je te dis amour. Amour, bah 10. Pareil, pareil. Tu veux, je fais comme moi ici. Non, non, bah écoute, non, mais c'était bien. Tu m'as dit fiancé, donc tu vas te marier. Bah alors, je sais pas si je vais développer ça là, mais en gros, on s'est fiancés sans forcément avoir une date de mariage là, à court terme. C'est un peu à l'américaine, je crois qu'ils font ça un peu là-bas, mais tu sais, ils se fiançaient sans forcément se marier dans l'année, ce qui se fait pas du tout ici. Donc ça, chaque fois, voilà, faut expliquer pourquoi. Mais donc pour l'instant, c'est juste, on n'avait pas forcément bah, justement l'envie ou les fonds ou aussi le temps. Hmm. Et donc, on s'est dit, mais en revanche, on avait envie de marquer le coup. Ok. Enfin, j'avais envie de marquer le coup et voilà. Et j'avais envie de pouvoir l'appeler, me fiancer. Des kids, J'ai pas de kids, non, pour l'instant. mais t'en veux? Ouais, Ok. ouais, carrément. Ouais, non, là-dessus, bah, enfin, effectivement, de toute façon, on serait pas fiancés si j'avais des doutes, mais non, non, de ce côté-là, très content, d'avoir trouvé, Ok. la personne avec qui je veux passer ma vie et donc probablement, tu sais, je vais pas dire en intro, mais j'ai 32 ans. Et donc, ouais, c'est pas genre demain, mais ce sera pas dans 10 ans non plus, quoi. Ouais, ok. Si je te dis santé. Santé, c'est difficile de répondre à cette question. Je pourrais pas répondre 10, je pense, mais je dirais peut-être, moi, je dirais 8 parce que j'ai pas de problème de santé grave, donc ce serait bizarre de répondre en dessous, je pense. Ah oui, c'est bien. Mais, mais après, comme tout le monde, parfois tu te traînes des petits trucs, tombes malade, voilà, tout n'est pas parfait non plus. Je suppose ceux qui répondent 10, c'est ceux qui ont jamais un pépin, quoi. Ah, ouais, 10 en santé, C'est c'est fort, juste quoi. génial, hein. Ouais, ouais. Oui. Ça dépend comment tu le prends, parce qu'après je me dis c'est juste, enfin, tu des gens qui ont tellement des vrais problèmes de santé que, Ouais. genre, tu vas pas répondre 5 si t'as pas eu un quoi, je sais pas, en fait, ça dépend un peu de l'échelle, comment tu la vois, peu importe ce Bah, que tu dis. surtout à notre âge, hein. Tu sais, moi, parfois, je vois des gens, ils ont 20 ans, début 30 et tout. Et enfin, c'est pas pour foutre le cafard, hein, mais genre, hier, quelqu'un me dit oui, mon mari a un cancer de je sais pas quoi, l'œsophage ou l'estomac, 36 ans, tu vois. Et il y en a plein, et en fait, il y en a plein qui en ont, qui le disent pas. Ça me fait flipper. Moi qui suis un peu hypocondriaque, tu vois. Donc, non, si t'as rien et que les analyses sont bonnes, je sais pas si t'en fais, moi j'en fais. Non. Non. Non, en fait, ouais, j'ai pas forcément, toutes les infos, mais T'as quoi? non, je fais pas non, j'ai pas forcément d'infos, Ouais. j'ai pas fait les analyses Non, non mais plus, mais je regarde. Non, mais je regarde. j'aimerais bien en vrai, je pense que c'est un truc, passer la trentaine, ça peut être pas mal, ça peut Ouais. être un âge où c'est cool de le faire, Mais en fait, déjà, il y a les 2. En fait, moi, il y en a un qui m'a dit, il y a pas longtemps: «Je les fais pas parce que je vais pas sinon ils vont me trouver un truc, ça va me saouler», tu vois? mais tu sais que c'est marrant parce que moi j'ai déjà vu, je me demande même si c'était pas un médecin qui disait ça dans une vidéo et qui disait en fait si vous allez faire beaucoup de tests, ils vont finir par vous trouver un truc et à tout moment tu peux te retrouver après avec un espèce de traitement ou des trucs que tu as plus le droit de manger ou je sais pas quoi et alors que en fait si ça se trouve, ça t'aurait posé problème à 90 ans, tu vois? Mais bon, après c'est je sais que c'est pas enfin, c'est un peu c'est un peu bizarre de raisonner comme ça. Non, mais il y a de tout parce qu'après il y a des gens aussi qui sentent pas du alors, parfois il y a des personnes, ils ont un truc et ils sentent pas du tout, tu sais, ils font un déni. Mmh. Ils sentent pas que et moi ça m'est déjà j'ai déjà vu des gens, ils avaient, je sais pas, une maladie et puis tu as des médecins qui disent: «Mais vous aviez pas une douleur, à ce point-là?» Et la personne fait: «Ah non, non, non», et alors le gars, je sais pas, il a une fissure comme ça dans l'organe, tu vois? Et non, non, mais c'est vrai, hein, j'ai Ouais, de ouf. Non et mais d'autres, où, comme moi, par exemple, où parfois tu as un point quelque part et tu dis: «Ça y est, c'est la fin», mais non, mais on rigole, mais bah, après tu sais jamais, tu vois? ouais, c'est clair. Donc moi, non, je fais je fais des analyses et tout, je regarde. Mais non, mais après c'est aussi pour voir, si y a des trucs que tu peux améliorer, comment le faire? Est-ce qu'on mange pas forcément, enfin, tu vois? Pas, moi, il y a un moment, je mangeais enfin, il y a des trucs que je mangeais ou que je mangeais pas, bon, peut-être que je mangeais pas assez d'une certaine famille d'aliments, des trucs comme ça, donc bon, je fais un peu, voilà. Si je te dis, satisfaction financière? Mmh. Je dirais, bah, à ce moment, je dirais 7 quand même. Non, tu peux j'ai oublié de te dire, mais 7 tu as Ça, pas le tu as droit. pas le droit? Non. Ah si, Tu si. peux mettre des demi si tu veux, mais pas 7. Bah,
je suis un peu entre les 2 parce que en plus, je t'ai déjà dit que j'étais satisfait, enfin, que j'étais très content, de ce l'année extérieure, mais en fait, c'était vrai pour cette année, mais en fait, je suis pas satisfait, que ça reste comme ça, quoi, donc c'est un peu difficile de répondre. Mais donc je vais dire 6 parce que je suis quand même en train de tout mettre en œuvre pour, augmenter cette Ouais, situation OK. financière. Si j'étais parfaitement satisfait, je bosserais moins et tu vois, Ouais, ouais. j'irais plus à la plage, quoi. Mmh. Donc Puis toi et moi, on a un gros budget coiffeur aussi. ouais, c'est ça, ça coûte une fortune. Mais donc ouais, non, je dirais quand même 6 même si, en vrai, depuis cette année, parce qu'après c'est aussi ça, hein, franchement, les 2 premières années où j'étais à temps plein, sur le projet, genre au début pour le coup, je me suis un peu plus serré la ceinture. Mais là depuis cette année, j'ai vraiment, je te dis, genre, j'ai pas l'impression de m'empêcher, c'est un peu bizarre de dire, j'arrive pas à dépenser l'argent que je me paye, mais genre j'ai pas besoin de plus pour cette année. Vraiment, j'anticipe quand même, que je vais avoir besoin de plus de sous, j'ai envie d'avoir les reins un peu plus solides, et cetera. Donc je suis pas satisfait de la situation, ouais, OK. pour l'instant, quoi. Bon, bah, merci de l'honnêteté. Si je te dis, c'est le dernier, épanouissement personnel ou bonheur, tu le dis, on le dit comme on veut. Épanouissement personnel, franchement, j'ai envie de dire, 9. Je vais pas dire 10, mais ouais. Après bon, tu m'aurais pris dans un jour, tu sais, c'est quand tu es entrepreneur, tu as des jours avec et des jours sans et Ouais, des jours tout à tu fait, ouais, je ouais. sais pas Ouais, pourquoi. ouais. Mais globalement, là, depuis quelque temps, en fait, j'ai l'impression quand même que tout clique bien et que je touche du bois, hein, mais Ouais, que c'est ouf. Ouais. ça se passe, enfin, j'ai trop de chance, quoi. J'ai trop de chance, tu sais, moi, je rêvais d'être entrepreneur depuis l'école de commerce et après je suis allé faire du conseil. Enfin, ça met du temps, tu vois? J'ai pas, ça fait juste, je te dis, ça fait que 3 ans que je suis à temps plein. Mais le fait d'avoir trouvé une porte d'entrée et je suis loin d'être maxi successful, mais le fait d'avoir trouvé une porte d'entrée parce que moi, c'est ça que j'ai trouvé dur au début, c'était comment tu deviens entrepreneur? J'arrivais pas à trouver une porte d'entrée alors que c'était mon rêve, tu vois? Trop ouais, Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est genre ça m'attirait de ouf et tout. Et tu vois, quand je parle à des gens qui ont envie de le faire et cetera, je comprends tout à fait. C'est que genre au début, le point d'entrée, c'est c'est le plus dur. tu sais pas C'est par ouais. commencer, c'est pas évident, quoi. Et à partir du moment après où en fait tu as trouvé, un petit bout de ficelle, que tu as plus qu'à tirer dessus parce que tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. De toute façon, tu as pas de 50 000 options. Bon, tu as quand même les premières années où là, j'étais pas non plus épanoui, mais j'étais déjà trop content d'avoir trouvé le truc, mais j'en ai quand même chié un peu, tu vois? Au début, normal pour faire grossir le truc et tout. Et là, maintenant, j'ai quand même la sensation que ça se stabilise, tu vois? Ma vision commence à être claire, le truc marche. J'ai eu des achievements qui ont été cool, tu vois? Le podcast ça y est, qui est vu comme, le podcast de référence, sur LinkedIn aussi. Le CA, on a des wins sur le enfin non, franchement, business wise, c'est trop bien et comme je te dis, sur le perso, je suis assez, bien entouré, enfin, je suis pas assez bien entouré, je suis très bien entouré. Ouais. Donc donc ouais, d'où le fait que, bah, là, maintenant, je me concentre pas mal, aussi, ouais, pas sur la santé, non, pas sur la santé, mais sur le sport où je commence en fait à réintégrer plus d'équilibre. Aussi parce que je te dis, j'ai pas des ambitions, je pense, non plus démesurées. Donc, je te dis, je pense que j'ai encore envie de passer quelques steps. Et après, en revanche, j'aime bien le jeu de l'entrepreneuriat, donc je vais continuer à vouloir faire grossir. Mais, je vais plus, me bousiller la santé. C'est-à-dire qu'après, je vais commencer à vraiment essayer d'optimiser le Mmh temps, mh. le kiff, faire du sport et donc, bon, bah, j'espère que ça va continuer comme ça, mais non, Ouais. franchement, Ah je ouais. suis bien. Bah, écoute, si non, mais si tu as la santé, pas de pépins et que tu es bien en ménage et que tu es, au cont c'est bien, hein. Donc bah, le dernier, je te dis alors, je te disais, le dernier qui arrive, liberté, Liberté, bonne question. globale, hein, Glo liberté géographique, de parole, liberté Ouais, financière. mais encore une fois, c'est une question de perspective, quoi, mais tu veux toujours plus, quoi. Mais je vais dire, franchement, je vais quand même dire 8 aussi parce que je suis pas encore au bout de l'objectif, mais en fait, je viens de loin. Tu sais, moi, j'ai fait du conseil en stratégie data pendant 5 ans, où tu es en Ouais. mode, tu vends ton temps. Ton temps n'est plus à toi, tu vois? Et je critique pas du tout, j'ai adoré l'expérience, ça a été maxi formateur, mais en termes de niveau voilà, un peu de «sacrifice» entre guillemets, j'ai trouvé que c'était très intense tout de même. Et tu tu vas chez le client, enfin, tu es vraiment à 200 et cetera. Et donc là, ouais, j'ai quand même une sensation rien que et puis plus après le fait d'avoir réussi à passer un peu moitié, enfin, je suis full remote, Mmh. mais je suis quand même encore beaucoup d'actifs d'appareil parce que je fais les enregistrements en présentiel et cetera. Mais à chaque fois que j'ai pas d'enregistrement, je suis, à Lisbonne ou en tout cas je suis libre, de géographiquement. Enfin, c'est déjà, je trouve, un setup qui est vraiment cool.
Mais après, j'ai envie potentiellement de continuer à aller dans cette trajectoire-là. Donc j'aurais toujours envie de faire des enregistrements présentiels, mais peut-être de trouver un mix un peu différent, en avoir plus à distance, enfin être encore un peu plus libre géographiquement. C'est pour ça que, tu vois, je vais pas dire 10, mais globalement, ouais, par rapport à mon référentiel, je trouve que Ok. je me sens Ouais. assez libre, quoi. Et voilà. Bah écoute, je te pose 3 dernières questions. Réponse courte. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Ou un article J'ai de un livre que blog ou... toi, tu m'as conseillé, mais Ah tu le bon. sais même pas, je Bah, pense. c'est quoi? C'est The Almanach Ah oui. de Naval dont tu as parlé maintes et maintes fois sur LinkedIn. Heu, mais ça, ouais, moi, je l'ai acheté et pour le coup, je pense que c'est mon livre business. C'est pas que business, mais business, un peu philosophie de vie préféré. Moi, je l'ai lu au moins 3 fois. Ouais. Typiquement, quand j'ai des moments durs, tu vois, je le réouvre. C'est assez marrant. Donc ça, c'est plus pour l'audience qui ne l'a pas Ouais. lu et que ça De intéresse. Almanach of Naval Ravikant. C'est Vraiment, trop voilà. stylé. Si vous êtes perdu dans la vie. Grave. Et après, sinon, un livre qui a été quand même qui a eu pas mal d'impact, l'air de rien, sur la manière dont j'ai structuré notamment l'offre autour du podcast, c'est le livre de Hormozy, que je mentionnais à un moment donné. 100 C'est millions celui offerts. 100 ouais, Offer, c'est ça. offerts. Celui sur l'offre. 100 Parce qu'après, il a million fait offerts. D'accord. acquisition, après il Ok. a fait machin. Ouais, ouais. Ok. Mais ça, justement, quand tu as un peu un doute sur comment structurer ton offre, comment tu penses une offre qui va être, facile, c'est jamais facile, mais facile à vendre, moi, j'ai essayé de m'en inspirer au max et je trouvais que c'était hyper efficace, quoi. Ok. Donc, livre de Hormozy, 100 million offers. C'est vrai qu'il est beau. Je pense qu'il y a des livres, alors je sais pas pour Hormozy, mais je pense qu'il y a des livres qui peuvent être résumés en 5-10 pages, tu vois. Mmh. C'est vraiment, tu as la substance. Parce que souvent, ils essaient plutôt de faire des démonstrations. Je pense par exemple à un livre que j'ai bien aimé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il aurait pu être résumé en 15 pages. C'est The Company of One de Paul Jarvis. Company of One. Non, je Il, l'ai pas lu. il Genre t'explique en comment gros, ça? justement, je pense qu'on peut en faire un résumé en 15 pages. Ouais, il t'explique, en gros, que i c'est tout le principe d'avoir une entreprise de une personne et comment la faire grossir et cetera. Mmh. Mais il donne, je sais pas, 150 exemples de trucs et cetera. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, ça va quoi», j'avais compris le truc assez vite quoi, ça Ouais. peut être, résumé. Par contre, de l'Almanach of Naval Ravikant, vraiment, c'est comme les livres de Taleb, je pense qu'ils sont bien comme ils sont. En plus, pas très long, Ouais. le Almanach. Non, il est court. Franchement, il est court. Tu aurais même envie parfois que certaines parties soient plus développées. Ouais, ouais, ouais. Bah, parfois tu dis: «Ah mais j'ai compris, mais comment je fais?» Tu vois? Mmh. Mais du coup, il est toujours un tout petit peu il donne un tout petit peu moins que ce qu'il faut, mais ça se lit et après parfois, moi, il y a des choses que j'ai compris qu'il a dit et je les ai compris des années après. Mmh. Je me disais: «Ah mais c'est ça qu'il voulait dire, en fait?» D'accord. C'est à des moments, tu te dis: «Waouh, c'est un peu mystique» et en fait, mmh? Genre quoi? À la partie un peu sur la spiritualité ou la partie à la fin ou c'est un peu Même mystique? sur les 3, mais même sur le business, quand il dit, attends comment alors la phrase elle est compliquée, hein, mais c'est: «To get rich, you need to give what society wants, but does not know how to get yet at scale». Ouais. Donc en gros, elle est compliquée, hein, mais en gros, pour devenir riche, tu dois donner à la société ce qu'elle veut, mais dont ce n'est pas encore qu'elle a besoin à grande échelle. Mmh. Ça, que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il me raconte?» Hem, ou toute la partie sur, quand il explique, genre, qu'en fait, le meilleur business, c'est un business où tu as plus besoin de faire des réunions et plus de clients, mais que tu arrives quand même à gagner de l'argent. Au début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» À un moment, il faut forcément que tu sois face à quelqu'un, que tu délivres un truc, tu lui donnes et en fait, il y a des moments où je me disais: «Ah, tu vois, cette semaine, tu vois, Ouais. pas de réunion, pas de truc» et l'oseille tombe quand même et mais le truc, c'est que quand tu sais pas comment faire, tu dis: «Comment on fait, quoi?» Ouais. Et en fait, il faut trouver ta propre voie. Parce qu'en fait, il peut pas te dire comment faire parce qu'il sait pas ce que c'est ton business. Donc en fait, Mmh. tu dois creuser, dig. Ça, c'est puis il y a plein d'autres. Est-ce que tu as une citation, que tu aimes bien ou qui t'a marqué peut-être récemment? Ouais. Bah, je peux t'en faire une de Naval Ravikant aussi, qui moi, m'a beaucoup inspiré ou Mmh. parfois je m'en souviens. C'est, «Give me a lever, long enough and I will move, the world». Ah Tu oui. l'as celle-là? Ouais, ouais, si. Et celle-là, quand tu fais du média, c'est pas mal de s'y raccrocher parce que, c'est compliqué à développer là, mais c'est tout ce qui développe sur les leviers et comment toi, si tu veux, être «plus efficace» entre guillemets dans ton business, enfin si tu veux avoir un peu un espèce d'avantage compétitif, hors norme, tu vois? Et ben, il faut absolument que tu aies du levier et après il les définit, hein, je passe rapidement, mais tu as notamment soit tu peux avoir beaucoup d'argent, soit tu peux savoir développer, tu as des robots qui bossent pour toi, je tire le trait, soit tu as, tu as d'autres, tu as le savoir manager et cetera, mais tu as aussi le média, Mmh. effectivement qui travaille pendant que tu dors
Et ça, moi, je pense, je sais plus si je l'ai lu, mais j'avais forcément déjà commencé le podcast quand je l'avais lu, mais du coup, ça m'a beaucoup conforté dans l'idée de, OK, monte enfin, scale au max le podcast, essaye vraiment de faire le podcast le plus gros que tu peux, et le reste, ça suivra, quoi. Enfin, tu sais, pour un moment, il y avait presque un truc de faith, tu vois, genre, j'étais pas sûr que ça allait me permettre d'en vivre, mais je me suis un peu dit, attends, le média, ça scale avec le même niveau de taf. Je vais toucher, je sais pas, 2 fois plus de gens, puis 2 fois plus de gens, et cetera. Donc tu vois, c'est un espèce de truc qui est, voilà, qui est un peu exponentiel potentiellement, même si après, au bout d'un moment, ça peut être limité, en France en tout cas. Et heu et bref, je sais plus où j'allais avec ça, mais ça m'a énormément Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la foi, parce que je pense qu'il y a des moments où le business, c'est hyper bizarre, parce qu'on te parle, tu sais, de business plan, de recrutement, de EBITDA, de comptabilité. Alors qu'en fait, je pense que parfois, c'est surtout principalement des choses qui sont transcendantales comme la foi. On parle Mmh. pas de la foi comme dans les bouquins, mais en fait, la foi dans le sens, je fais des choses et je me pose plus la question tous les jours Mmh. de me dire: «Est-ce que, je vais y arriver ou pas? Mmh. Ou est-ce que c'est utile ou pas?» Mais je le fais, en me posant pas la question. Ouais. Un peu comme les croyants. Parfois, les croyants, ils font des choses et ils se disent: «Ben, voilà, qu'il y a je sais pas, il y a quelqu'un qui l'a fait, donc je le fais ou je fais pas certaines choses», mais je me pose pas la question. Parce qu'à un moment, il faut dire: «Bon, OK, j'ai décidé que j'y allais». Dernier truc, donc il nous reste 2 minutes. Là, on a un problème carte mémoire, tu vois, typique du podcast. Et si tu avais un conseil à te donner, là, au Robin, il y a 5 ou 10 ans? Je vais refaire une citation, c'est que ça qui Vas-y. vient de Naval Ravikant, mais une autre que j'aime bien et que je me dis aussi souvent, c'est, «Don't take yourself so seriously, you're just a monkey with a plan». Ouais, Celle-là, je la kiffe. elle est bien celle-là. Ouais, ouais. Et donc, en français, c'est ouais, te prends pas trop au sérieux, tu n'es qu'un singe avec un plan. Ouais, non, mais Parfois, c'est vrai, il faut un peu et je me c'est dis: clair. «C'est juste chill, Ouais, tu vois, mange, fais une sieste et genre, tout va bien se ouais. passer, quoi». OK. Non, mais merci Robin, c'était Bah, super merci à cool. toi. Merci à toi. Ouais, Passe un super moment. avec plaisir.